que je veux dire, ça va peut-être me coûter un contrôle fiscal, mais payer le moins d'impôts possible, voire même presque l'État d'une certaine façon, c'est un devoir moral. C'est au mieux récupérer son dû, parce que la plupart des gens en fait se rendent pas compte, mais sur l'échelle d'une vie, t'es net négatif envers l'État. Je me suis dit, ok, on va pas pouvoir générer beaucoup de revenus instantanément, donc il va nous falloir un truc, c'est une sécurité. Moi, je suis pas dans la team, il faut se mettre dos au mur. Et là, je me suis rappelé, il y a une République française qui paye les gens à rien foutre, et que moi, je travaille en Suisse, le droit du travail est plus flexible, donc on peut facilement se faire licencier en Suisse. J'ai un profond respect pour les PNJ qui ne se mentent pas eux-mêmes. Genre le mec, 40 ans, un chien, 2 enfants, un pavillon dans le 77. Pas le truc de rêve, qui va au boulot, qui est content, qui baisse sa femme. Pourquoi pas? Ouais. Genre, il y a un moment, faut arrêter de croire que tout le monde va devenir Elon Musk. La plupart des gens déjà considèrent l'héritage comme uniquement la transmission d'un capital financier. Transmettre uniquement un capital financier, dans la grande majorité des cas, c'est un fardeau. C'est pour ça que les gens les plus riches, quand ils lèguent des fortunes, c'est dilapidé en quelques générations. Aujourd'hui, je reçois Alex sur ma chaîne. Alex a travaillé dans un des plus grands groupes de luxe en Suisse. Il avait un salaire à plus de 100 000 euros quand il était salarié là-bas. Et il a fini par décider justement de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat. Il a dû faire de nombreux choix, il a fait des erreurs d'investissement dans son parcours. Maintenant, sur sa chaîne, plusieurs milliers de personnes le suivent. Il parle d'entrepreneuriat, du Bitcoin, il parle de liberté et enfin, il parle aussi d'investissement. Il a eu de nombreuses réussites, mais aussi de nombreuses erreurs et aujourd'hui, il vient pour témoigner sur son parcours pour que vous puissiez éviter certaines erreurs qui peuvent être fatales. Et donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas forcément de parler du Bitcoin, mais c'est de parler de liberté en général, pourquoi certaines personnes sont prisonniers malgré une carrière qui peut paraître incroyable. Et aussi, on va parler d'une chose, c'est de la psychologie d'Alex, de son rapport à sa vie, de son rapport à ses jobs. Et donc on va essayer de rentrer dans le côté introspectif et peut-être un peu personnel du coup. Ça vous permettra d'avoir l'arrière de la boutique, ce qui est assez peu fait, donc restez jusqu'au bout, ça peut être intéressant. Hello Alex. Coucou. J'ai oublié des choses sur ton parcours? Non, en vrai, c'est assez représentatif. Ouais. J'ai fait 4 ans de salariat, 2 en France, 2 en Suisse. Ok. Et j'ai commencé YouTube en 2019. Pour revenir sur le fond, enfin le moment où tu étais salarié et tout ça, et du coup, tu as eu cette période où tu t'es dit j'en ai plein le cul en gros. Ouais. Comment ça s'est fait tu vois, comment ça se fait justement pour revenir sur ce truc de. La plupart des gens se diraient waouh, c'est trop bien, je gagne des thunes, j'ai ma meuf en plus, C'est pire, je vais bien. c'était pire que ça en vrai. Ok. C'est que la situation, elle était parfaite. En vrai, je peux décrire la situation 1000 fois. Ouais. 999 fois, les gens vont se dire c'était génial. Ouais. Et il y a peut-être un fou de temps en temps qui va me dire putain, mais quelle horreur. C'est que j'étais extrêmement bien payé. J'étais en coloc avec mon meilleur pote. Je voyais ma meuf tous les week-ends. Je vivais comme un Qatari. Je pouvais partir en vacances tout le temps. En parallèle de ça, l'argent qu'on avait en surplus, parce que c'était avec Victor, avec qui on avait créé la chaîne, on commençait à subventionner d'une certaine façon le média qu'on était en train de créer, qui est la chaîne YouTube sur laquelle je publie actuellement. C'est-à-dire qu'on pouvait se permettre de se payer des monteurs, de déléguer, d'aller plus vite, de se faire plaisir, avec nos salaires de ministre, où on pouvait mettre 1000 balles par mois, ce qui était quand même un bon budget pour lancer un projet. Et donc pour en fait très bien gagner notre vie, ne pas énormément bosser, en plus j'étais quasiment tout le temps en télétravail. Ne pas prendre de risques. Ne pas prendre de risques. Enfin en fait, sur le papier, le truc était incroyable. C'est que moi j'y allais, faut bien se dire, j'allais au travail de 9h30 à 11h45 le mardi matin. Et c'était là, et c'était pas une fenêtre de grande productivité, parce qu'en fait je faisais le tour des gens que je voyais jamais, parce que je les voyais jamais, pour aller papoter, puis je me barrais. Donc vraiment, c'était pas un moment d'une Ah oui, productivité. c'était vraiment un sketch en fait. Mais j'étais à 2 doigts de devenir gamer pro. Je jouais à Warzone massivement. Et je commençais à vraiment être bon. Le vrai problème, c'est Donc qu'ensuite. ça, c'est le haut du panier des entreprises de luxe. Mec, je commençais à être pas mal. Je faisais des parties à 18 kills, j'enchaînais les top 1. Vraiment, c'était. Je me régalais. Un vrai ingénieur tech, quoi. C'est ça. Et c'était génial. En vrai, je dis c'était génial, mais non, pas du tout. C'est quand même. Justement, du coup, c'est quoi qui t'a fait le déclic de putain, il faut que je me barre en fait de ça? Pour moi, ça ressemble un peu ta situation à un enfant qui est pourri gâté, mais du coup qui ne se satisfait plus de rien parce que justement il est pourri gâté, que l'effort a été supprimé dans sa vie. Et ce qui est très drôle, c'est que la plupart des gens se battent et construisent leur vie dans le but de supprimer l'effort, tu vois, parce que l'humain est une feignasse et qu'il essaye d'économiser en permanence son énergie et tout ça. Mais en fait, toi, t'es arrivé à ce stade très tôt, du coup, de tu peux rien foutre, et en même temps, ça t'allait pas, quoi. Je pense que j'avais fini le jeu.
Ok. En fait, je suis arrivé dans la situation où j'avais fini le jeu de la vie d'une certaine façon. Tout était parfait. Il n'y avait aucun accroc. En plus, à cette époque, j'avais encore des relations amicales saines avec mes amis, ce qui n'a pas toujours été le cas ensuite. Genre vraiment, tout allait bien. Mhm. J'étais en mode, ok, tout va bien, mais je me réalise pas là. Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est bien, c'est que avec Victor, vu qu'on était en coloc, on aimait bien philosopher sur le monde, sur le but de la vie. Et c'est vrai qu'on se posait souvent des questions et on se disait, ah putain, on a quand même cette frustration de devoir faire semblant de travailler, ce qui est un concept, je vous jure, c'est particulier. Hein. Et si je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître, mais bouger sa souris sur Teams à longueur de journée, tu finis par Mais trouver des c'est un peu parades. comme les mecs pendant le confinement où Ouais. tu suivais tes cours, où tu bossais, tu faisais semblant de bosser. Mais il y a un truc à la fin de la journée, tu vois, tu as commandé ton Uber Eats, tu es devant ton PC, tu te branles 3 fois par jour. Enfin, tu te sens un peu comme une merde, quoi. Mais surtout que moi, je venais de ça. Hein. J'avais fait la fin de mes études pendant le confinement, donc j'ai connu la journée Warzone branlette, FIFA branlette, Uber Eats branlette, éteint verti tout comme ça, et en fait Ouais. à la fin t'es... Tu fais un immense mélange et t'as un fast-food un peu dégueulasse, quoi. Ouais, il est pas terrible à la fin. Ouais. Et, euh, et en fait, ouais, c'était le vrai problème pour moi, c'était la perte de sens. Mhm. Et pourtant, les gens vont te dire, ouais, mais tu crées ton projet entrepreneurial à côté et tout. Au début, ça a mis quand même un peu de temps à marcher parce qu'en fait, on a essayé de se créer un nom dans une des niches les plus compliquées, qui est celle de parler de Bitcoin uniquement. Mhm. Donc, de se mettre en opposition de l'écosystème crypto, de se mettre en opposition de l'écosystème financier en général, et d'arriver sur un segment où en fait, il n'y a que des paranoïaques et des mecs un peu fous Ouais. qui font confiance à personne. Et toi, tu sors de nulle part et tu dis coucou, j'ai envie d'être le king sur ce marché. Donc ça a mis du temps, et bon, au final, on a réussi à devenir la ref sur le sujet, mais ça a pris pas mal de temps. Et effectivement, nous, on a eu cette perte de sens, et Bitcoin a vraiment été, à ce moment-là, notre espèce d'épiphanie. Enfin, vraiment, on s'est dit, waouh! C'est vraiment la métaphore du terrier et du lapin, où au début, on était sur les cryptos, puis sur Bitcoin, puis sur l'économie, puis après, c'est la politique, Mhm. l'écologie, la science, tout. Ouais. Et là, tu pètes les plombs. Un des gros points sur lesquels je voudrais te remercier parce que c'est toi qui m'as aidé à comprendre ça, c'est sur tout le côté bullshit de la monnaie actuelle. Ouais. Et si jamais ça vous intéresse, allez voir sur la chaîne et tout ça. Parce que c'est essentiel de comprendre, parce que vous pouvez vous battre pour n'importe quelle cause, mais en fait, si vous comprenez pas qu'à la base, le jeu il est complètement vicié, Ouais. du coup, ça sert à rien en fait. Vous vous battez dans le vide, et donc comprendre que déjà à la base, il y a du vol qui est fait en amont par cette création de monétaire, mais pas seulement en fait, il y a plein de mécanismes et tout ça. Si ça vous intéresse, foncez, c'est un sujet passionnant et ça permet de se recentrer sur l'essentiel parce que les gens se battent sur des conflits un peu idéologie, droite-gauche et Ouais. tout ça. Mais Et ça, on c'est tombe, et on juste pour tombe dedans, diviser. et on tombe dedans aussi en plus. Hein. Oui, mais parce que vous le faites aussi pour amuser la foule. Vous savez que c'est ça C'est vrai qu'on qui. se marre bien. Vous savez que c'est ça qui. Vous avez. Enfin, on sait que c'est ça qui marche aussi. Et puis surtout que c'est une bonne entrée de funnel. Hein. Les gens commencent Ouais, par ça, et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est faire ça, puis derrière leur expliquer que la monnaie, c'est de la merde. ouais, voilà. Il y a de ça aussi. Et donc, et en plus, ça, c'est une fois que tu plonges dedans, c'est pas un sujet qui peut diviser parce que c'est objectivement de la merde. Ouais. Et ça permet de mettre les choses au clair et de comprendre le fonctionnement économique et pourquoi tout ça est vicié à la base. Et c'est pas si compliqué. Moi, il y a un truc que je me tue à répéter, c'est que l'économie, sous ce prisme-là, alors effectivement, comprendre tous les tenants et les aboutissants de comment est créée la monnaie et comment elle fonctionne, c'est compliqué, mais comprendre dans les grandes lignes et se faire un avis euh, plutôt objectif, c'est pas si compliqué, ça coûte pas tant que ça. Mhm. Et vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que nous, ou enfin moi, Ouais. là, c'est devenu une Non, obsession. c'est- Mais il faut se dire un truc, les gens ne se sentent pas touchés par ça. Faut se dire juste un truc, la ressource la plus rare sur Terre, c'est le temps humain. Il n'y a pas de truc plus rare, parce qu'on peut pas en imprimer. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que tu stockes ton temps et ton énergie, parce que l'énergie humaine aussi, elle est rare, elle n'est pas en Mhm. quantité illimitée. Tout le monde cristallise ça avec de l'argent, c'est le meilleur moyen parce que tu peux le dépenser de plein de façons. Et donc, tu prends ton temps, ton énergie, tu fais un truc, ça fait de l'argent, tu l'empiles, tu le mets de côté pour le redéployer par moment. Mhm. À partir du moment où on te vole ce temps et cette énergie, c'est le pire vol qu'on puisse te Ouais, faire. c'est comme si tu mettais ton argent et tout ton stock de valeur dans un trou percé.
Alors, dans une baignoire percée. Dans une baignoire parce qu'un percée. trou percé, Ouais. Bah, c'est parce c'est que très- c'est vraiment percé, quoi. Ouais. Mais C'est un mais trou c'est dans ça, le trou. c'est le. Putain, je sais plus comment il s'appelle, le tonneau d'Isanaïde ou Le tonneau des Danaïdes. des Danaïdes. Je crois. C'est par rapport au désir, ça, à la base, Mm. que le désir est un trou sans fin où tu ne seras jamais comblé à cet endroit-là. Mais bref, ça marche pareil au niveau du système monétaire. Évidemment. Mais sauf que c'est une arnaque. Donc on vous vole votre valeur, on vous vole votre temps et c'est important de le comprendre. Effectivement. Euh, Sans pour autant tomber dans la psychose. Et j'insiste là-dessus parce que moi, il y a des moments où j'ai failli glisser dans la paranoïa complète et tu vas vivre dans un bunker en haut des Alpes. Mhm. C'est pas non plus la solution. Parce que tu te rends vite compte que le système peut être. Tu peux très vite te dire, putain, en fait, il y a que des Epstein en puissance, le monde est horrible. Le problème, c'est qu'il y a un moment, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ton quotidien de je suis un être humain à peu près normal qui va avoir une vie relativement normale. Ouais. Pas tant que ça. Donc, il faut juste essayer de trouver aussi le juste équilibre de je prends ce qui, à l'échelle individuelle, m'apporte, je mets le reste de côté et moi, je trace ma route. C'est quand même important de le dire. Ok. Et donc, le moment où tu te Oui. sens un peu comme une merde. Et donc, le moment où je me suis senti vraiment comme une merde, ça a été un élément déclencheur, mais encore une fois, moi, j'ai toujours un aspect très pragmatique. Je prévois énormément les choses à l'avance. Ouais. Et j'avais besoin d'un grand plan quinquennal avant de faire quoi que ce soit. Un peu comme avant de partir en Suisse. Mhm. C'est pas, je me suis dit, tiens, je pars au Pérou ou en Australie. Tu sais, il y en a plein qui font ça, ils sont un peu dans la merde. Ils partent en Australie dans les mines et ils voient voilà, ce que ça donne. Jamais j'aurais fait ça. Moi, il me fallait un business plan sur 2 ans. Mhm. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas quitter mon taf. Tu sais, j'ai claqué la porte. Non, j'ai fait un plan où je me suis dit, j'ai une vision, je vois à peu près ce qui va pouvoir se passer. Et surtout qu'à ce moment-là, nous, on s'est dit, bah tiens, on va commencer à vivre de notre chaîne YouTube. Parce qu'on commence à avoir des abonnés, des sponsors, on pouvait pas devenir riche très rapidement, mais j'ai commencé à me dire, ok, quels sont les moyens pour nous de vivre. Je dis nous parce que on était vraiment 2 à ce moment-là, et qu'on était dans la même situation, c'est-à-dire qu'on travaillait dans la même boîte, au même endroit, au même moment, on avait le même média, les mêmes projets, le même âge, donc vraiment tout pareil, donc je l'ai dupliqué ensuite, ce plan, c'est que je me suis dit, ok, on va pas pouvoir générer beaucoup de revenus instantanément, donc il va nous falloir un truc, c'est une sécurité. Moi, je suis pas dans la team, il faut se mettre dos au mur. Je fonctionne pas comme ça, j'ai pas besoin de me mettre dans le vide pour me bouger le cul. Pour moi, c'est une preuve d'un truc qui est plutôt bien installé et qui est assez sain, c'est que t'as pas besoin de te foutre dans la merde pour pouvoir faire quelque chose. Tu Ouais. peux juste le faire par désir. Et donc, t'es pas obligé d'être dans la peur. Là où beaucoup de gens, justement, vont s'auto-emprisonner, se foutre dans la merde tout seul, pour être obligé d'agir ou quoi. Parce qu'en fait, en gros, leurs personnes ne leur suffisent pas. C'est-à-dire ils n'ont pas assez d'estime d'eux-mêmes, de valeur. Ils n'ont pas assez de valeur sur eux-mêmes. Et donc, ils sont obligés d'être dans une merde noire pour finir par bouger. En fait, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre une pression interne Ouais. suffisante, ils sont obligés de se rajouter de la pression externe, ce qui n'a pas de sens. Parce qu'en fait, si ça vient pas de toi, c'est qu'il y a peut-être un problème, je pense d'ailleurs. Et que les gens qui ont besoin de faire ça, ils le font peut-être pas depuis un bon espace et qu'en fait, ils devraient aller pêcher. Parce que ça les détendrait beaucoup plus. Mais moi, je me suis dit, en fait, je veux faire beaucoup d'argent. S'il n'y avait pas du tout un problème d'ambition et tout, je voulais faire de grandes choses, mais je veux continuer à maintenir mon niveau de vie, ne pas me mettre dans la merde. J'ai aussi appris de mes erreurs où je m'étais un peu mis dans la merde avant. Et surtout qu'à ce moment-là, j'avais accumulé un patrimoine suffisant pour me dire que je peux vivre déjà 10 ans tranquille. Okay. C'est que pendant 2 ans, j'ai coffré comme un cochon. Je l'ai déjà répété plein de fois. Pour réparer ton erreur. Pour réparer mon erreur, entre autres, mais c'est surtout que je suis allé bien plus loin que... C'est ce que j'avais fait avec mon erreur, en fait, c'est que le prix de Bitcoin a commencé à monter. Vraiment, j'ai eu le meilleur des scénarios, c'est que j'ai commencé à investir au plus bas. C'est resté bas longtemps, donc j'ai pu coffrer comme un porc. Et vers la fin, ou quand je commençais à me poser les questions de partir, c'est là où ça commence à remonter. Donc vraiment, j'ai eu le meilleur de tous les scénarios. Et je pense pas l'avoir volé, c'est que je me suis vraiment sorti les doigts du cul et que j'ai fait les bons choix. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai de l'argent, je veux pas consommer mon capital, je veux un autre revenu en plus, et qui possible, qui peut tomber du ciel. Et là, je me suis rappelé que j'étais originaire de France, qu'il y a une République française qui paye les gens à rien foutre, et que moi je travaille en Suisse, que la Suisse est un pays où le droit du travail est plus flexible, donc on peut facilement se faire licencier en Suisse, et que la France paye tes indemnités chômage. Donc je me suis dit très simplement, il faut que je me fasse virer. Il faut que je me fasse virer de Suisse,
pour toucher le chômage en France, en sachant que le chômage français est indexé sur le salaire suisse. Ouais. Je vous laisse refaire les calculs, c'est parfait. C'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que ça coûte quasiment, on m'a dit, 1 milliard par an à la France. Un peu plus d'1 milliard par an, le chômage des frontaliers suisses. Parce que Les- oui, moi les je vivais mecs en France. ne travaillent même pas au pays et finissent par toucher le... La seule chose que je payais en France, moi, c'était mes impôts, donc pas mes cotisations chômage en plus. C'est ça qui était le plus fou. J'avais la Sécu sans cotiser à la Sécu non plus. Ok. Et en plus, j'avais la Sécu suisse aussi. Enfin, c'était royal. Un jour, C'était jackpot. Vraiment, si vous avez des galères, les- faites frontalier suisse. La plupart des gens vont vous dire ah bah c'est un connard d'abuser de tout ça, de ce truc collectif. Pour moi, vaut mieux le faire si c'est possible. Si c'est pas moi qui le prends, ça va être un parasite. Alors déjà, et puis surtout que si jamais le système est foutu comme ça, de toute façon ça va dans le mur. Et c'est ce qu'on voit, c'est que ça va dans le mur. Parce que c'est un scandale qu'il y ait la possibilité de faire ça, sauf qu'il y a la possibilité de faire ça à des dizaines et des centaines d'endroits. Et donc, moi je suis plutôt de la thèse accélérationniste à ce niveau-là. Et ça me dérange absolument pas les personnes qui font ça, c'est-à-dire même le mec qui vit au RSA ou tant pis, si jamais le mec profite du système parce que le système est mal foutu, je vais pas responsabiliser la personne. Si jamais tu mets un énorme buffet à volonté au milieu de la pièce, pourquoi les gens iraient se retenir, tu vois. Et ceux qui sont dans une utopie collective de oui, mais si chacun prend sa part de ça ne marche pas. Si jamais à partir du moment où tu es 15 dans une maison, déjà c'est le bordel, alors vis à 70 millions et vois ce qui se passe, tu vois. Mets un buffet au milieu de la pièce et dis aux gens ne touchez pas. Non, la plupart des gens vont venir se servir et donc le problème c'est pas les gens qui se servent, c'est le buffet, tu vois. Évidemment. Et pour moi, ce que je veux dire, ça va peut-être me coûter un contrôle fiscal, mais pour moi, payer le moins d'impôts possible, c'est un devoir moral. L'État vole les gens. Oui. Dans l'autre sens, c'est pas un vol. C'est au mieux récupérer son dû, parce que la plupart des gens en fait se rendent pas compte, mais sur l'échelle d'une vie, t'es net négatif envers l'État. Ouais. Il te prend bien plus d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue charge mentale. Et sauf pour peut-être 58% des... même pas. Ceux-là, en fait, à un moment, les 58% des Français qui vivent de qui l'État, sont en net à un moment, positif ils sont en en tout net cas. positif, mais sur une vie, c'est pas possible. Ouais. Et juste, on parle même en termes de charge mentale et tous les effets psychologiques que ça va avoir, sur la torture permanente que c'est, ou même, tu vois, le mec un peu con qui se prend un coup de LBD en manifestation, voilà, ça peut t'arriver. Il y a mille et une façons de se faire enculer. Ouais. Et pour moi, très peu de gens, à part les politiciens et ceux qui en profitent, sortent vraiment positivement avec et puis même comme toi qui étais confortable dans ton salaire en Suisse et tout ça, être confortable c'est pas être heureux, tu vois. Et donc l'État crée d'apparence une forme de confort, ouais, que pour certaines personnes au détriment de d'autres, parce qu'il ne crée pas de valeur, il prend de la valeur à une personne A et il donne à une personne B, et donc il désautonomise la personne B en volant la personne A. Et en brûlant une partie du revenu au milieu. Voilà, c'est ça, parce que moi je suis le tiers au milieu de A et B, et puis je prends 10%, 20% du transfert d'argent sans avoir créé de valeur, avec quelqu'un qui vient gérer des contrôles fiscaux de l'autre côté, des mecs qui sont des parasites du système et qui ne créent aucune valeur et qui juste font tourner cette machine énorme étatique qui soi-disant est là pour nous protéger alors qu'elle est là beaucoup plus pour nous comme toute prendre, quoi. Comme toute structure et comme tout individu, même de manière générale, l'État est là pour se servir lui-même. L'État, ce n'est pas nous tous. L'État, c'est le monopole légitime de la violence et il a tout intérêt à se maintenir seul. Il n'est pas là pour servir les gens. Moi, ma philosophie me porte à croire qu'on vivrait mieux sans. Je pense que c'est pas possible dans le monde actuel. Cependant, je pense que moins il y en a, mieux on se porte. Et d'ailleurs, ça s'observe à peu près partout dans le monde. Les pays où ça se passe le mieux, l'État est le moins présent, grosso modo. C'est au moins diminuer la taille de ce monstre, quoi. Voilà, au moins que la tendance soit positive. C'est pour ça que j'aime beaucoup les pays comme l'Argentine de Milei, qui commencent à se bouger le cul. Et d'ailleurs, on voit, beaucoup de gens pleurent du sang là-dessus, et ça se passe de mieux en mieux. Ouais, et objectivement, il y a un taux de pauvreté qui diminue. C'est-à-dire que même sans aller directement donner aux plus pauvres, en fait, il y a une sortie de, évidemment, je sais plus, c'est 1 million de personnes qui sont sorties de la pauvreté. C'est plusieurs millions. Toutes les courbes à peu près s'inversent. Alors que le socialisme a diminué. C'est-à-dire que en fait, le socialisme marche à un moment T uniquement, et derrière, il crée un mécanisme d'appauvrissement avec un cercle vicieux. Et donc le moment T où tu donnes l'argent, tu te dis super, mais en fait derrière ça crée des cercles vicieux qui sont catastrophiques. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toute la différence entre quelqu'un qui a une vision court terme, un socialiste a souvent une vision très court-termiste, une vision long terme, ce qui est souvent rattaché à la philosophie libérale.
Ouais. Et le problème, c'est que un politique a tout intérêt à avoir une vision court terme parce qu'il a un mandat de 5 ans, son but c'est d'être élu et d'avoir un maximum de gens qui votent pour lui. Donc en fait, voilà, Donc faire de l'achat de voix, quoi. tu fais de l'achat de voix, c'est pour ça que la démocratie est cassée, bref, c'est un autre sujet. Ok. Pour revenir du coup sur ça, c'est que donc la situation pour moi, c'était il faut que je trouve un revenu, donc j'ai fait en sorte de me faire virer pour toucher le chômage, pour me dire tiens j'ai ça pendant 1 an et demi qui va tomber, ce qui va me permettre de faire mes activités tranquillement. Je vais quand même avoir la dalle, mais j'aurai ce truc là qui tombe et en plus c'était un gros truc, hein, c'était plusieurs milliers d'euros par mois, donc on était très bien. Et donc ça a marché. C'est-à-dire que je vous passe tous les mécanismes et les plans machiavéliques que j'ai mis en place pour me faire virer d'un côté, machin. Ça s'est super bien passé, c'était génial. En plus, au milieu de ça, moi je me suis retrouvé à développer... Enfin, nous on était du coup dans la tech. Et je me suis retrouvé par le jeu des connaissances qu'on avait à force de faire des conférences, des interviews et tout, à développer une app mobile pour Idriss Aberkan. J'ai jamais développé. Là, j'ai vraiment appliqué le fake it until you make it de Oussama Ammar, c'est-à-dire je ne sais pas faire, mais oui, t'inquiète, je vais le faire. Ok. Ça s'est bien passé au final. Ça s'est bien passé, disons que pour ce qu'on a été payé, le résultat était plutôt pas mal. Après, ça n'a pas été très bien géré de bout en bout. Disons que ça a abouti. C'était pas le projet du siècle, mais disons que nous, sur le CV, c'est quand même cool de dire qu'on commence par ça. Et derrière, en fait, ça a débouché, que grâce à ça, mais aussi par le fait qu'on avait des connaissances. Et en fait, j'ai créé une boîte de dev, donc, que j'ai encore aujourd'hui un tout petit peu, mais c'est une petite partie de l'activité, où en fait, on sait bien faire de la presta pour des clients. Et développer le média qui s'appelait How to Bitcoin au début et Zone Franche maintenant, où pour le coup, ça a permis de... Je pense que moi, ça m'a sécurisé d'une certaine façon. Ça nous a permis de prendre des décisions ou justement d'avoir un petit peu plus cette vision long terme aussi. Parce que quand tu dois manger ce mois-ci, tu dois prendre des décisions pour manger ce mois-ci. Là, on savait qu'on pouvait manger. Donc moi, ça me permettait de prendre des décisions un peu plus long terme, d'avoir des investissements, de prendre peut-être plus de risques à certains endroits. Mais in fine, moi en tout cas, je pense que c'était un bon choix. Et maintenant, ça me permet d'être un entrepreneur plutôt accompli. Même si, comme je te disais tout à l'heure, en ce moment, il y a d'autres choses. Ouais. C'est la vie d'un entrepreneur. On va passer sur une autre partie qui est la liberté, qui est une partie clé de à la fois ton travail et à la fois mon travail. Toi sur l'aspect plus financier et moi plus sur l'aspect psychologique. Est-ce que aujourd'hui, toi, tu estimes que tu es libre? Quels sont les pièges selon toi d'une liberté entrepreneuriale? Quels sont les pièges dans lesquels la plupart des gens peuvent tomber? Comment tu vois ça? Je pense que déjà, la liberté, c'est pas un absolu, c'est un spectre. Et déjà, en disant ça, on écarte, je pense, 90% des gens qui parlent de liberté en général. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on dit « je suis libre », c'est que il y a souvent un truc que tu vois pas. Parce que c'est un prisme, et c'est que pour moi, il y a plusieurs prismes. C'est qu'il y a le prisme financier, il y a le prisme psychologique dont tu parles très souvent. Le déterminisme. Il y a le déterminisme, il y a le prisme géographique. Enfin, tu peux être libre financièrement, c'est-à-dire t'acheter ce que tu veux, mais être enraciné à la France, par exemple, et ne pas pouvoir partir. Ok, tu es libre financièrement, tu peux t'acheter ce que tu veux, mais tu peux pas bouger. Donc tu n'es pas libre de tes mouvements. Et tu peux être enraciné en même temps en plus à ton business qui te prend tout ton espace mental et donc tu peux penser à rien d'autre. Et en fait, pour moi, déjà, c'est prendre en compte toutes ces dimensions et ce spectre. Et ensuite, c'est de te poser sincèrement la question, quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu veux énormément d'argent? Oui. Parce que, faut pas se mentir, c'est quand même assez rare. T'as fait une question rhétorique, là. J'ai fait une question rhétorique. Mais en réalité, même pas, hein, parce que moi, je me suis posé la question pour moi, je me suis dit, oui, je veux beaucoup d'argent, mais pas que. C'est pour ça que je me suis dit, par exemple... ça occupe quelle place, justement, l'argent pour toi, aujourd'hui? Une place très importante, parce que je pense que l'argent permet déjà de s'offrir un confort matériel nécessaire, qui, moi, me... Pourtant, tu vois, comme moi, je te connais en perso et je te vois vivre, je me dis, t'as pas un train de vie excessif. En fait, la plupart de tes journées, tu les passes à bosser, et puis voilà, tu vois. Tu passes un peu de temps avec tes proches, avec les gens que t'aimes, et puis, tu vois, j'ai pas l'impression que t'as un train de vie... Parce que je l'utilise pas pour moi, en général. Ok. Moi, pour moi, c'est plus un moyen, déjà, de me dire, tiens, si je veux un jour le cristalliser dans des projets qui me tiennent à cœur, je peux le faire. Okay. Et ceci pour les autres. Ouvrir une cuisine, par exemple? Ouvrir une cuisine. Enfin, surtout un resto, plus qu'une cuisine. Ou en tout cas, avoir une belle cuisine. Je fais profiter ma copine. J'essaye de faire profiter mes proches quand je peux. Et pour moi, c'est aussi un moyen... même de me dire...
d'une certaine façon, et c'est peut-être mon penchant économique qui me biaise là-dessus, c'est de me dire, si je gagne de l'argent, si j'ai de l'argent, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à se séparer de leur argent pour me le donner sur le marché, parce que je ne vole pas l'argent, donc c'est que je sers à quelque chose et que je rends des services. Donc d'une certaine façon aussi, c'est pour moi une bonne gratification, et je dis que souvent que le fait de payer quelqu'un, c'est un vote avec le portefeuille. Bah oui, parce qu'en fait, si je choisis de te donner de l'argent, c'est que je pense que tu m'es utile. Ouais. Donc bah, c'est très sain, c'est très bien. Et je préfère ça d'ailleurs que quelqu'un qui me fasse un don. C'est pour ça que je pense que les modèles de rémunération en don sur les plateformes en général, c'est pas la bonne façon d'aborder les choses. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc au niveau de la liberté, moi je pense que financièrement, je suis bien. Ok. Sincèrement, on en discute souvent, et c'est peut-être un des trucs sur lesquels j'ai encore besoin de travailler, c'est que des fois je vais me sentir en panique. Alors je sais pas, des crises d'angoisse, mais je me dis putain, il me faut plus de thunes. Après je regarde ce que j'ai, je fais mais attends, tu peux vivre 10, 15, 20 ans à ton rythme de vie actuel sans rien branler. Ça va. Pourquoi tu paniques? Ouais. Pourquoi tu paniques? Donc je pense qu'il y a encore des petits soucis à ce niveau-là, mais qui m'empêchent pas du tout de vivre, donc ça va. J'ai réalisé plus récemment justement l'aspect géographique, Ok. en m'intéressant un peu à ce qu'est ce beau pays qu'est la France, mais cet enfer qu'est l'État français et la République, où bah, effectivement tu es dans un très beau pays, mais on ne veut pas forcément ton bien, donc il faut que tu aies cette mobilité, et Bitcoin apporte beaucoup là-dessus. Il y a le volet psychologique, où bah, ça pour le coup c'est plus le travail avec toi, que je pense, enfin, qui a commencé avec ton associé, avec Arty, il y a un an, quand on a fait une vidéo avec lui, je crois que c'était en mai, un truc comme ça, ou peut-être même un peu avant. On a fait une vidéo avec lui où j'ai commencé à réaliser certaines choses, où d'un point de vue psychologique, je m'enfermais dans des trucs et T'étais aliéné ou... ouais, j'avais pas conscience de mes propres biais, j'étais dans une espèce de la course à la productivité qui avait pas de sens, course à l'optimisation qui avait pas de sens. Je m'autorisais pas forcément à prendre des fois du temps, et ça m'a permis de réaliser certaines choses. Ensuite, avec toi, ça a été plus psychologiquement au niveau de la vie perso, la relation à ta famille, à tes proches, prendre du recul, l'aborder différemment. Moi, j'avais tendance, je pense, à vouloir tout le temps, à tout prix. C'est-à-dire être bien avec tout le monde, que tout le monde aille bien tout le temps. Ouais. Et j'ai peut-être appris à refermer. Tu penses, je t'ai appris à te faire détester? Ouais. Même si je pense que j'avais pas forcément de problème à me faire détester par des gens que tu connais pas. Ouais, voilà. Ouais. Parce que, mais c'est là où c'est le plus compliqué, c'est parce que c'est une forme d'aliénation de pas pouvoir déplaire. Je dis pas j'encourage pas les gens à aller casser les couilles aux gens ou à être un connard, mais en fait c'est une aliénation de pas pouvoir déplaire et donc de toujours devoir renvoyer une bonne image et d'être prisonnier avec ce truc là quoi. C'est-à-dire je dois toujours te faire plaisir, je dois toujours être auprès de toi, je dois toujours tout ça quoi. Ouais, bah, il y a vraiment eu de ça où je pense que je me l'autorisais pas dans mon entourage plus proche. Ok. Parce que bah, dans mon entourage plus lointain, j'ai eu des articles même sur moi, assassin, qui expliquaient que j'étais le plus gros des trous du cul. Parce qu'on a tu fais l'apologie de la liberté, voilà, tout ça. Coucou Mediapart. Et ça me fait ni chaud ni froid, ça me fait même mourir de rire, et pour moi c'est presque un trophée. Par contre, au niveau de mes proches, j'avais plus de mal. Et c'est vrai que j'ai appris à accepter de me dire, bah, en fait, on me prend un peu comme je suis. C'est ça. Si j'ai envie de faire des efforts avec certains, je le fais, sinon non. Et c'est vrai que depuis qu'on se connaît, j'ai moins de potes, mais je me sens mieux parce que je les ai choisis, je me fais de nouveaux amis, et je suis plutôt à l'aise avec. Et aussi, j'essaye de faire quelque chose de plus qualitatif. Avant, j'étais vachement dans j'ai un grand groupe d'amis, tout le monde m'aime bien, c'est génial, mais en fait, quand tu te retrouves tout seul face à toi-même, tu te dis ok. Mais puis c'est tout le monde m'aime bien, mais personne te connaît. En Donc, plus. enfin, Moi, j'avais personne ça. te connaît, mais c'est un peu de ça. En fait, on t'aime bien quand tu présentes une façade. Mais du coup, en fait, t'as beau être en présence d'autrui, tu te sens seul, et donc t'es baisé sur tous les tableaux, t'as pas vraiment de relation, t'as du quantitatif là où en fait la nécessité c'est du qualitatif. Et le quantitatif ne nourrit pas le cœur, quoi. C'est ça. Et moi, j'ai quand même une philosophie où je me dis, bah voilà, par exemple, dans tes relations, il y a certaines personnes avec qui tu prends le bon, t'enlèves le mauvais. Parce que c'est quand même une philosophie qui est pas mal avec les gens, parce que tout le monde n'est pas parfait. Ouais. Donc c'est plutôt, je pense, une bonne approche. Maintenant, je pense que je l'avais trop poussé à son extrême, par exemple, avec certains, où bah voilà, c'était des potes, on rigole bien, on rigole de paix, on parle de meufs, c'est cool, c'est rigolo. Mais c'est que ça. Ouais. Et derrière,
aucune possibilité d'avoir des débats, des sujets tabous, on peut pas aller profondément, et en fait, tu peux pas exprimer tes opinions. On peut pas ne pas être d'accord et bien s'entendre quand même. Exactement. Et moi, par exemple, jamais j'ai dit à un pote, et Dieu sait que je côtoie des socialistes, voilà, on est foncièrement pas d'accord, t'es socialiste, je suis libertarien, on peut plus être amis. Bah non, Ouais. je m'en branle. Par contre, demain, tu veux tu veux prendre dans ma poche parce que ton idéologie impacte le réel, ça me pose problème. Le temps que c'est des idées et que tu tweets dessus, je m'en branle. On Ouais. peut être potes, on parle d'autre chose et ça se passe très En bien. fait, la plupart des gens, justement, comme il y a un intermédiaire qui est l'État, ne se rendent pas compte de la violence que l'État exerce. Et si eux-mêmes devaient aller prélever le salaire, la moitié du salaire de quelqu'un, genre physiquement, alors une bonne partie de cette violence se supprimerait parce que on peut être violent tant qu'on, comme dit Hannah Arendt, tant qu'il y a cette barrière, cette distance avec la personne qu'on est en train de fusiller. Et l'État, plus une machine est grosse, plus t'as cette distance et plus il y a du danger, que ça soit une énorme boîte ou une énorme machine étatique qui permet ces ravages, quoi. Et c'est valable dans les deux cas. C'est que énormément de gens ne cernent pas la différence de la violence que l'État exerce sur tout le monde, parce qu'elle est loin et qu'ils ne la voient pas. Mais par contre, il y a l'effet pervers inverse, c'est qu'ils vont valoriser la redistribution que l'État ferait et qui serait soi-disant saine, au détriment de le faire eux-mêmes. C'est que, c'est pas plus noble de se dire, tiens, je sais pas, l'État va aller envahir le pays d'à côté, comme ça m'évite de le faire, c'est plus mon problème, mais j'en jouirai. C'est un comportement de merde. Mais aller dire, tiens, c'est l'État qui va aller s'occuper du SDF au bout de la rue plutôt que j'aille l'aider moi-même, c'est doublement un comportement de merde, et il y a ces doubles implications, dans un sens comme dans l'autre. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui sont atomisés, qui ne s'aiment plus, qui ne s'aident plus, qui ne pensent plus à leurs proches, et par cercle excentrique, c'est-à-dire ma famille, mes amis, mes proches, mais qui vont passer une très mauvaise journée parce qu'il y a des bombes à Gaza, alors qu'en fait, tu peux passer une très mauvaise journée parce que tu as vu quelqu'un mourir dans ta rue. Mais en l'occurrence, il y a des morts partout dans le monde, tout le temps en permanence. Le monde est horrible, la nature est horrible. Si vraiment tu étais omniscient en permanence et que tu te mettais à la place de Dieu, tout le monde tiendrait 5 minutes parce que le monde, il est méchant. Donc à un moment, faut peut-être accepter que ça, bah voilà, ça existe, mais c'est pas le quotidien. Par contre, autour de toi, tu peux avoir de l'impact. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de transmettre pendant très longtemps et que j'essaye de continuer à transmettre, c'est soyez bons avec les gens sur qui vous avez de l'impact. Et l'argent, en l'occurrence, est quand même un très grand vecteur qui te permet soit de t'acheter du temps, soit de donner des coups de pouce à des gens, de les aider. Enfin, moi, par exemple, j'ai toujours, dès que j'avais du travail à partager, enfin, que j'avais besoin de déléguer, j'ai fait travailler 3 ou 4 de mes potes, que j'ai payé plutôt gracieusement d'ailleurs. Et ça a été la première chose que je faisais dès que j'avais un surplus. Là, je commence à faire travailler 3 de mes potes parce que justement, je commence à avoir un petit peu d'abondance et la possibilité. Donc je me dis, trop bien, je veux créer une boîte avec un espèce de projet familial et que je sois pas le seul à en jouir parce qu'au bout d'un moment, on se fait chier. Sauf que sur le papier, t'es un nazi libertarien qui pense qu'à sa gueule. Alors que dans le réel, tous les gens que je connais qui partagent notre philosophie ont plutôt cette approche. Alors il y a toujours des connards, hein, mais sur la masse. Ont plutôt une approche socialiste en interne, avec leurs proches. Avec une approche en fait profondément humaine. Où en fait, moi, ça me fait plaisir de payer certaines personnes un peu plus cher, mais je les aime bien. Je sais que ça va aller dans leur poche, que ça ira dans la poche de gens que je connais. Ça n'a rien à voir. C'est la différence entre la bonté réelle, et puis c'est même pas un truc dont il faut se gratifier parce que ça nous fait plaisir en réalité, tu vois, de travailler avec nos potes, de ce genre de trucs, et la bonté idéologique avec les mecs qui reçoivent des bombes à Gaza ou ce genre de trucs, tu vois. Exactement. Et... Par contre, moi, où j'ai peut-être fait une erreur, et ça je m'en suis rendu compte, c'est des fois de vouloir faire bosser sans attendre un retour spécialement, mais en pensant par exemple que ça va entretenir une relation avec certaines personnes. Et ça, par exemple, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, ça, je pense que c'est une des erreurs que j'ai faites, c'est de me dire, tiens, je vais faire travailler un ami. Comme ça va me permettre de forger une relation un peu plus forte avec. Et je pense que ça, par exemple, c'est se mentir. Parce que si tu veux nouer une relation plus forte avec la personne, tu l'appelles, tu lui envoies un message, tu vas boire un verre, et tu noues une relation. Tu passes pas par le proxy de je te donne du travail qui est quand même pas très sain, in fine. Enfin, en fait, c'est compliqué à bien mettre en place selon moi. Ça doit pas venir se substituer surtout. Et les gens s'embrouillent généralement quand ils sont dans deux cadres différents et qu'ils inversent les cadres. C'est-à-dire ils vont penser être dans un cadre amical alors qu'ils sont dans un cadre de travail. Et
Et donc pas oublier cet aspect de rentabilité qui est nécessaire aussi dans la vie, que t'es pas une association, et que quand tu donnes du taf à un de tes potes, c'est pas pour l'avoir sur le dos, c'est pas un enfant. Et en plus, c'est même pas lui rendre service parce qu'il a la capacité de faire des trucs potentiellement incroyables, de l'assister, de faire de l'assistanat avec lui. On retrouve la problématique que t'avais dans ta boîte, c'est que au bout d'un moment, ça te rendait pas heureux d'être un putain d'assisté. Ouais. Moi, j'ai un de mes frères qui a été pendant 1 an au chômage et tout ça, qui m'a dit, mais en fait, c'est le pire, c'est un cadeau empoisonné parce que ça m'incentivait pas à bouger et tout ça. Et je me contentais de ça, mais j'aurais préféré. Alors, je suis pas con, s'il y a, je prends, tu vois, parce que finalement, comme la plupart des humains, je suis un peu feignant et tout à cet endroit-là. Mais en fait, ça me rendait pas service, ça m'a pas rendu heureux de faire ça, spécialement. Bah, c'est pour ça que le chômage à l'échelle macro, je pense que c'est une énorme connerie, parce que ça transforme les gens en loques humaines, que ça décorrèle leur travail et leurs efforts de ce qu'ils ont dans la poche et ce qui leur permet de manger, et que je considère, on va dire que je fais pas preuve d'humilité, mais être dans les rares exceptions, comme on le disait tout à l'heure, qui n'a pas besoin de ce coup de pied au cul de la vie pour avoir besoin de manger. Et donc le chômage, moi en fait c'était du surplus qui m'a permis d'accumuler encore plus parce que c'était très sympa. Mais effectivement à l'échelle macro, je pense que le chômage désincentive les gens à se bouger et que c'est un net négatif en général. Et que oui, quelqu'un qui finit vraiment dans la merde, en fait c'est la solidarité privée, c'est les religions, enfin c'est les œuvres caritatives, religieuses ou pas, qui vont s'en occuper. Et en général d'ailleurs ça se passait très bien. Ouais, je vois. Il y a beaucoup de gens qui... C'est super intéressant. Ça, c'est la plupart des intervieweurs. J'arrive pas à faire ça, moi. Génial. Génial, incroyable, incroyable. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de gens que j'accompagne qui se retrouvent dans une situation, beaucoup d'entrepreneurs qui justement cherchent la liberté, qui vont essayer de quitter ce patron qu'ils trouvent comme étant toxique, comme étant aliénant, enfin bref, et ils vont se réengager dans un truc qui est l'entrepreneuriat et qui peut parfois être aliénant. Est-ce que toi tu trouves que ça l'est? Comment tu vis ta relation à ça? Est-ce que tu te sens un peu parfois emprisonné de la possibilité de travailler en permanence, c'est toi qui crée la valeur que tu gagnes à la fin du mois? Ce genre de truc. Je pense qu'à l'échelle... En fait, le problème, c'est que ça dépend de ce que tu prends en considération. Si je me prends que moi en considération, ce qui est débile, donc c'est pour ça qu'après on va étendre, non. Parce que moi, j'aime bosser. Genre, et pourtant, ça paraît con, hein, des fois, c'est envoyer des prompts dans un terminal. J'aime bien. Je fais des trucs, je mets en place des systèmes, je teste, ça marche pas. Je tourne des vidéos, je parle avec des gens cool. Genre, j'aime vraiment ce que je fais. Maintenant, ça a des répercussions parce que, comme tu l'as dit, je peux travailler tout le temps. Et donc, tu as ce truc de ah, bah tiens, tu peux bosser, on est samedi, on est dimanche, machin. Et d'ailleurs, je pense que les discussions que j'ai eues avec toi et Artie m'ont aidé à lâcher un peu ça, de me dire, mais en fait, c'est une fuite en avant, oui, je peux travailler 24 heures sur 24 et me cloner aussi. Et comme ça, je fais 48 heures par jour. Mais à la fin, tu vas où? Ce qui fait que maintenant, par exemple, je bosse quasiment plus le week-end, que je passe du temps avec ma copine. Mais du coup, la conséquence, c'est que c'est un fardeau et que ça demande in fine, et c'est toujours le sujet, de se responsabiliser. C'est que de grands pouvoirs, de pouvoir toujours travailler, de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir faire plein de choses, impliquent des responsabilités qui sont... T'es en couple, si tu passes pas de temps avec ton partenaire, à moins que le deal c'est on ne se voit pas, mais je sais pas ce que comme couple, en fait, t'es pas responsable dans ton couple. Si t'as une famille que tu aimes, t'es pas responsable envers ta famille si tu n'es pas capable de leur allouer 1 heure par semaine. Et je dis pas que je le fais et que je suis parfait, hein. Alors, très très loin de là, mais j'essaye d'y travailler. Et je pense aussi que la vie est faite de cycles. Et qu'il y a des moments, oui, t'as envie de rester enfermé une semaine à tryhard. Puis t'as des moments où t'as envie de, comme on vient de le faire là cette semaine, d'être un peu plus à la cool et de pouvoir jouer à ping-pong à 15h un vendredi. Et où il y a des fois, t'as envie d'être sur une île en Thaïlande avec ta meuf et ne rien faire. Et je pense que c'est ça qui rend heureux d'ailleurs. T'arrives à avoir ce truc de quand tu lâches le taf, t'as pas ton esprit qui est obnubilé par... Un petit peu, mais c'est parce que... J'ai l'image du mec qui est à la plage en Thaïlande et qui pense au travail, et puis quand il est au travail, il pense à la plage, tu vois. Alors, quand je suis au travail, je pense pas du tout à la plage. Ça ne m'arrive jamais. Par contre, quand je suis à la plage, ça m'arrive de lire des bouquins d'épistémologie ou d'économie, où du coup, en fait, c'est que dans mais moi, ça me va. Hein. C'est que dans l'imaginaire des gens, c'est chiant, pourquoi tu te poses ces questions? Et moi, je suis en train... Et je me souviens très bien, c'était quand j'étais parti au Mexique, justement, dans la phase où je venais d'arriver en Suisse, et où je commençais à beaucoup me renseigner et tout. J'ai lu de Fiat Standard de Safety Namus, qui est un livre exceptionnel,
qui m'a vraiment fait réaliser à quel point le sujet monétaire est un scam, comme on l'a dit tout à l'heure. Et vraiment, tu sais, j'étais sur une plage au Mexique, dans l'un des plus beaux endroits du monde, avec ma copine. Tout allait bien et Des j'étais plus belles femmes du monde. en plus. Ouais. Et j'étais comme ça. Et là, mon champ de vision s'est réduit. Je me dis, waouh, le monde, il va pas bien. Mais quel enfer. Et tu sais, je commençais à partir dans tous les sens. Je prenais des photos de mon livre et tout. Et il y a un moment où je me suis dit, putain, mais t'es con, t'es dans le plus bel endroit du monde. Mais en fait, non. Ouais. J'étais content. Et ça faisait partie du truc. Le lendemain, je faisais du kayak. J'étais très content. Et pour moi, en fait, je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne façon, même d'apprécier ces moments. C'est. J'ai fait ça, c'était cool, et au final, ça me fait des super souvenirs à raconter. J'ai très bien profité du Mexique, même si je me suis fait voler mes valises. Ça colle à une de mes thèses que l'humain aime se plaindre de l'endroit où il regarde. Bien sûr, Tu vois. personne n'est satisfait de sa situation. Et l'herbe est aussi toujours plus verte ailleurs. Mhm. C'est que tu peux, moi, quand je vais me retrouver à une plage comme ça à rien faire, bah, je vais me faire chier. Je vais me dire, putain, je serais mieux à taper des prompts sur mon ordi. Puis, bah, quand tu tapes des prompts sur ton ordi pendant 8 heures, tu te dis, putain, je serais bien à jouer au foot. Puis pendant que tu joues au foot, tu serais bien en train de manger un grec. Et t'arrives pas à avoir cette espèce de fluidité de. Si, honnêtement, je pense l'avoir Mhm. plutôt bien, pas de manière absolue, parce que justement, j'arrive à sauter de ces choses-là et je fais à peu près tout le temps ce qui me chante. Tu penses qu'on t'a aidé là-dessus du coup? Je C'est un des pense, points sur lesquels. je pense, oui. Après, est-ce que... Est-ce que c'est dû à nous je veux ou pas, voilà, autre je veux pas- chose? C'est difficile toujours d'évaluer le travail linéaire de ce qu'on a pu faire et tout ça, tu vois. C'est ça, sans vous vouloir vous attribuer un mérite que vous ne méritez pas ou de vous en retirer alors vous en méritez, je pense que ça a contribué. Ok. Dans quelle mesure, je ne sais pas. Par contre, ça m'a fait me poser des questions, ça m'a fait... Rien que le fait de se poser des questions, en fait, Ouais. c'est qu'on se rend pas compte, mais un petit truc peut avoir des effets cumulés. Énorme. Effectivement, c'est pas toi qui m'a fait faire l'opération XYZ 6 mois après, mais peut-être que c'est l'élément déclencheur A qui a Mhm. déclenché tout ça. Donc je ne saurais pas le mesurer. C'est l'effet papillon, quoi. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, j'aurais dû l'imager comme ça. Mais effectivement, je pense que ça a joué. Et c'est pour ça que quand vous faites un travail comme ça sur vous ou quoi, n'allez pas chercher un résultat concret, rapide ou quoi. C'est alors vous pouvez, il y a des gens il y a des moments où il y a ce côté concret, rapide et tout. Mais la plupart du temps, c'est des effets cumulés, c'est l'effet papillon, c'est ce genre de truc où battement d'ailes, justement, c'est ça l'effet entraîner papillon, une c'est tornade. peut créer une tornade à un moment par effet de boucle et tout ça. Mm. Et donc, et ces boucles-là, vous pouvez difficilement les voir. Donc, faites confiance aussi à la vie. Entourez-vous de personnes qui sont plutôt saines pour vous. Et après, faites confiance à la vie parce que tout ne dépend pas de vous. Et cet effet papillon ne dépend pas de vous. Et pourtant, il a bien lieu. Et c'est ce qui vous impacte le plus dans votre vie, comme les signaux noirs, selon moi. Et je pense, et tu me diras si tu es d'accord avec ça, que Pas vous êtes... d'accord. Fin de la vidéo. On va se taper dessus. Que ce que vous proposez avec Arty, il faut pas venir vous voir quand ça va mal. Alors, il faut, mais c'est pas le bon moment. En fait, le plus tôt, et même quand tu vas bien, peut être une solution. Alors après, il faut se le permettre et avoir la lucidité. Et c'est d'ailleurs, par exemple, pour ça que moi, j'ai pas fait un accompagnement complet avec vous, que voilà, on a fait quelques moments ensemble. Je suis plutôt participé au séminaire que vous faites, on a fait quelques séances, mais où moi, j'ai jamais ressenti ce besoin-là. Mais, in fine, je suis content de l'avoir fait. Non pas parce que je pense aller justement très mal, mais parce que je pense aller quand même plutôt bien, qu'il y a des trucs sur lesquels j'avais besoin de travailler, et que je suis content de l'avoir fait parce que j'aurais pu m'enfermer dans des trucs où je me serais retrouvé dans une situation où j'allais vraiment pas bien. Et le problème, c'est que quand tu ne vas vraiment pas bien, tu vas vers quelqu'un dans le but d'avoir des résultats, et on tombe dans ce que tu disais, où tu le fais juste pour avoir des résultats et te sortir d'une situation. Et du coup, on retombe sur ce que je disais au tout début, c'est que tu as une vision court terme au lieu d'avoir une vision long terme. Ouais. C'est un peu je prends des antidépresseurs Mais pour c'est surtout aller mieux que, là. Voilà, c'est ça. C'est au moment où tu es complètement au sol. Moi, ce que je vais faire, c'est surtout te mettre de la douceur plutôt que de te mettre des grosses claques de réalisme parce que bah, c'est pas ce dont tu as besoin. Ouais. Et c'est un peu comme si la vie, c'était une métaphore, on va dire ça, c'est apprendre à faire du vélo. Le moment où tu te blesses et t'es au sol, ben, je vais juste te mettre un pansement, dire ça va aller, tranquille. Et après, peut-être que dans un second temps, on pourra remonter sur le vélo et puis apprendre à pédaler. Mais d'abord, mettre la douceur. C'est ça. Et moi, ce que je remarque, c'est que les gens qui sont le plus aptes justement à se faire aider et tout ça, qui sont dans une posture de ça, c'est des gens qui ont eu soit des suffisamment bons parents pour voir l'intérêt de faire bouger quelques petits trucs et il n'y a pas besoin de remettre toute sa vie en question et tout ça.
Donc il y a cette posture qui pour moi te concerne plutôt bien. Ou sinon d'être vraiment aussi totalement ravagé et de vraiment avoir besoin d'aide parce que c'est un moment où tu vas lâcher l'ego et tu vas dire ok, là j'ai besoin d'aide donc finalement moi je pense que je suis compétent et donc à ce moment là je vais vraiment pouvoir dire bon écoute prends ma main, tu vas voir, je vais t'amener, je vais te faire une balade et l'amener dans des endroits qui sont plus sains pour lui. La personne qui est entre les deux, elle lâche pas son logiciel, elle voit pas l'intérêt de faire appel à l'autre parce qu'elle a pas eu suffisamment de présence à l'extérieur pour faire confiance et en même temps son logiciel est un peu pourri mais il va falloir peut-être attendre 10 ans que ça continue à pourrir pour finalement avoir la possibilité de se faire aider. Et ça, c'est compliqué. Ouais. Et moi, je suis content, par exemple, que Artie ait insisté pour qu'on fasse le premier séminaire qu'on avait fait ensemble en octobre. Notamment, moi, il y a eu le premier déclic pendant les podcasts qu'on avait fait avec lui, que je vous invite à voir d'ailleurs, parce qu'on sent en live que moi, j'ai un déclic. Je pose des questions, je fais attends, mais on parle de moi depuis tout à l'heure. Là, on est en train de désigner un entrepreneur qui va finir en burn-out, mais c'est tellement moi. Et effectivement, je pense que j'ai eu de la chance d'avoir fait ça, puis qu'ensuite, la vie est fait que, parce que peut-être par ego, j'aurais peut-être pas eu la démarche, et c'est tout l'intérêt aussi, je pense, de cet exercice qu'on est en train de faire, pour que les gens qui le regardent s'identifient, d'aller et de me dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire que je vois pas, il y a peut-être un travail à faire à un endroit, au moins de prévention, qui n'engage pas dans une thérapie de psychanalyse de 20 ans, tu vois, mais juste, bah voilà, voir s'il y a des trucs, et comme ça, après, bah, tu peux itérer dessus, tu repars avec, et c'est vrai que un des trucs, moi, que j'ai le plus réalisé aussi, c'est que le plus gros du travail, tu le fais seul avec toi-même. Ouais. Ok, on fait une séance ensemble, 1 heure, on parle de trucs, il se passe des choses, on se dit des trucs, ok, mais c'est à partir du moment où on a fini notre discussion et sur les semaines, mois qui suivent, que le boulot commence. Ouais. C'est pas dans l'heure ensemble. Les gens qui attendent ça et qui, après une séance, se disent bon, bah, ce que je viens de vivre, là, ça n'a rien changé dans ma vie dans l'immédiat. Vous avez juste rien compris en fait, ça ne peut pas marcher. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Et ça, c'est un truc que j'avais du mal à comprendre au début parce que moi, je suis énormément dans un truc assez proactif et tout, et j'attends pas que le monde me donne J'avais un truc trop proactif justement à la base avec je suis au centre de tout et tout. Et d'où le fait que ça revient à la claque de réalisme qui était bonne pour moi de me rappeler que non, je ne suis pas le centre du monde et il y a d'autres choses qui dépendent pas de moi. Et moi, je peux faire le maximum, mais à terme, le résultat ne dépend pas de moi, c'est juste l'action à un moment T qui dépend de moi. Et donc j'avais du mal, comme moi j'avais ce biais chez moi j'ai tendance à aller chercher, à mettre en place des trucs et tout dans ma vie, à comprendre que chez les personnes que j'accompagnais, en fait elles ne mettaient pas forcément en place des trucs de leur côté, et c'est bien d'aller mettre de la douceur, d'aller regarder les endroits où ça a été difficile, d'aller explorer certains traumas et certaines blessures, mais au bout d'un moment c'est vrai que s'il n'y a rien qui est fait proactivement dans la vie et tout, bah ça va être compliqué. Et il y a beaucoup de gens aussi qui viennent voir, qui font parfois que ça fait 20 ans qu'ils sont en thérapie ou des trucs comme ça, et qui viennent me voir et qui me disent, et donc souvent avec ces personnes là j'allais travailler d'abord sur le fait que ça faisait 20 ans qu'ils étaient en thérapie, et comment ça se fait qu'ils sont bloqués dans le parcours thérapeutique depuis des années, et parfois c'est parce qu'il y a des thérapeutes un peu véreux qui ont un fort avantage à garder leur clientèle parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de monde, et donc à ne pas forcément régler les problèmes de la personne. Mais ça peut même pas être un machiavéliste, ça peut être aussi ça n'a jamais été exploré à cet endroit-là. En fait, la personne vient dans le but de se faire sauver, sauf qu'au bout d'un moment, ton thérapeute, c'est pas ton père, c'est pas ta mère non plus. Alors tu peux projeter sur lui parfois pendant les séances, mais ça n'empêche que si tu viens dans une démarche de je ne vais avoir rien à faire et de mon côté je viens juste faire ma dose de thérapie et après je me retrais, je m'extrais de ça, ben, à terme il se passe pas grand chose quoi. Et t'as beau mettre du soin, mettre de la douceur et tout, si la personne je sais pas, elle a un mari qui le bat ou quelqu'un de toxique ou un taf ou un patron insupportable, si tu restes avec la personne, t'as beau mettre n'importe quoi en place, comprendre n'importe quel mécanisme, oui mais il y a toujours le mec qui te tape tous les jours, donc il va falloir partir de cette situation et faire quelque chose concrètement dans ta vie. Et ce que je vais dire, ça va peut-être paraître dur aux gens, hein, mais la plupart des gens qui souffrent comme ça, c'est de leur responsabilité. C'est rarement... Alors, la femme qui se fait battre par son mari, c'est pas de sa faute à elle qu'elle se fasse battre. Mais le fait que ça dure 20 ans et qu'elle s'enferme là-dedans et qu'elle n'en sorte pas... C'est terrible, mais il y a un intérêt au fait de rester là-dedans. Exactement. Et c'est en ça qu'il y a une responsabilité. Et puis, surtout que souvent, c'est des gens qui vont...
parfois partir justement de cet environnement à un moment T, mais en fait se retrouver à nouveau avec quelqu'un qui les bat. Et donc s'il y a un schéma de récurrence, c'est qu'il y a une volonté d'aller chercher parfois de quelque chose, qu'il y a par exemple le père qui battait quand ils étaient plus jeunes, et donc ils ont associé, la femme battue parfois a associé l'amour d'un père avec le fait de se faire frapper. Et donc il y a une confusion à cet endroit-là, il y a quelque chose qui doit être retrié, remis à sa place et tout. Donc en ça, il y a une responsabilité. Après, finalement, il n'y a pas de responsabilité au fait de s'être fait enfermer dans un schéma. Tu vois. Il y a une responsabilité au fait que c'est toi, au bout d'un moment, qui rejoue ton schéma. Et ça serait très chouette pour toi que tu arrives à en sortir. Mais il n'y a pas de responsabilité au fait d'avoir eu un père qui t'a battu à un moment T, d'avoir tel ou tel trauma. C'est plus la responsabilité à la fin en fait, si ça continue, la seule chose qui fera que ça bouge, à part Dieu, c'est toi. Ouais. C'est qu'il y a un moment, Dieu peut faire tomber la foudre sur ton mari qui te bat. Ça se trouve, comme tu l'as dit, tu iras retrouver un autre qui te bat aussi. C'est qu'il y a un moment, il faut que ça vienne de toi. Et pour moi, c'est comme les gens qui sortent tout le temps. T'as toujours des gens comme ça, soit qui ont tout le temps des problèmes dans la vie. Dans tout ce qu'ils font, il y a des... Soit ils sont maudits, ce qui, c'est un peu pragmatique, ça n'existe pas vraiment, ou au moins rationnel. Soit en fait ils le cherchent bien et ça les arrange bien, ou ceux qui tombent que sur des meufs ou des mecs toxiques. Non, en fait c'est que tu le cherches d'une certaine façon et que c'est pas le monde qui est contre toi, c'est quand même toi qui t'en déperche. Il y a des gens qui n'ont pas de chance, mais la grande majorité, je pense qu'ils le veulent bien et que ça comble quelque chose chez eux, où là il faudrait peut-être faire un peu de boulot. Ouais, et puis les gens ne réalisent pas qu'ils vont vraiment chercher ce qui leur permet de se plaindre, tout comme tu vas scroller, tu vas pouvoir te plaindre de « Ah, il y a de la guerre dans le monde ». Oui, mais tu regardes la guerre dans le monde, donc oui, donc à cet endroit-là, oui, il y en a, et il y en aura toujours en fait, ça fait partie de la vie. C'est ce que je disais, c'est que si tu regardes ça en permanence, tu vas vivre une vie horrible. Ouais, c'est ça. C'est terrible. C'est ça. Et donc du coup, c'est aller creuser sur quel intérêt tu as à t'exposer à toute cette merde en permanence, plutôt que de passer des moments au soleil avec tes potes à discuter, ou dans un job que t'aimes, ou je sais pas trop quoi. Mais t'imagines, il y a des gens, ils sont dans justement ce que tu dis, et moi ça me terrifie quand je vois des gens faire ça, c'est qu'ils sont l'été avec des potes en terrasse, machin, et ils vont introduire de la culpabilité de « Ah, mais vous pensez aux ours polaires qui sont en train de mourir ou aux petits-enfants qui mangent pas ?» Non. Mais c'est très bien. Oui. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver à l'instant T. Tu es bien, reste bien, commence pas à venir réintroduire de la culpabilité. Non, en fait, c'est un truc débile. C'est déjà... si tu arrives à prendre soin de toi et mettre un peu de douceur justement dans le monde, tu peux changer à ton échelle déjà ton entourage et potentiellement beaucoup plus avec les effets cumulés, l'effet papillon et tout ça, tout ce qu'on a déjà vu. Et pour reboucler sur ce que tu disais à la base, du coup en tant qu'entrepreneur, là où tu peux quand même finir par être ton propre bourreau, c'est vrai qu'il y a des moments où je pense que beaucoup de gens, je ne vais pas donner un pourcentage parce que ce serait débile, mais beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans le monde moderne où tout le monde veut être entrepreneur, que c'est à la mode, se mentent à eux-mêmes. Et que l'entrepreneuriat, c'est fait pour une minorité des gens. Et quand je dis l'entrepreneuriat, c'est pas juste être freelance et en fait avoir un client. Ça, oui, c'est le statut d'entrepreneur, mais pour moi, t'es pas entrepreneur. Entrepreneur, c'est pouvoir dépenser du temps sans avoir de retour sur investissement dessus, mettre son capital à risque. Pour moi, ça, c'est entreprendre. C'est je mobilise du temps et ou de l'argent, et en fait, je peux ne avoir aucun retour. Qui sont en réalité la même chose. Qui sont en plus exactement la même chose, in fine, mais les gens font pas toujours le calcul. Typiquement, là, on fait ce podcast, ça se trouve, il va faire 50 vues, tu prends un risque, t'entreprends. Ouais. Mais vu qu'il est super et que vous allez liker la vidéo, il va faire des millions de vues. Et que vous allez vous abonner au passage. En plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces choses-là, pour moi, une très mince partie de la population aujourd'hui en est capable. Ouais. Et que les vendeurs de rêves et de formation aujourd'hui sur Internet veulent te faire croire que tout le monde peut. Non, tout le monde peut. Même, quand bien même beaucoup plus que ce qu'on pense pourrait, ce n'est pas bon pour eux. C'est qu'il y a des gens, ils peuvent bien sûr devenir entrepreneurs à succès, ils finissent dépressifs et ils se suicident à 50 ans. Ouais. Quand je dis suicide, ça peut être ils finissent alcoolo, ils battent leur femme, ça peut être un suicide à plein de niveaux. Ouais. Le nombre de mecs que j'ai, moi, qui peuvent être dans des sphères assez hautes, des réussites assez hautes par rapport à une vue sociétale, une vue de la société en tout cas, et qui sont en réalité complètement aliénés d'eux-mêmes et qui sont en réalité complètement en souffrance et qui ont créé un espèce de bourreau intérieur où ils sont culpabilisés dès qu'ils prennent une pause, qu'ils n'arrivent jamais à prendre un temps de repos.
C'est effrayant en fait, et leur vie n'est pas souhaitable. Mais et puis en plus ils peuvent vendre ça comme quelque chose de prestigieux de leur part, d'un accomplissement personnel. Socialement, c'est Non, bien mais, vu. mais en réalité quand tu creuses chez la personne, bah elle a pas eu le choix, elle est totalement aliénée de sa réussite, du regard des autres, de l'argent, de je sais pas trop Mm. quoi. Et sauf que comme c'est pas vendeur de faire ça, bah, la plupart des gens vont dire non mais c'est parce que moi je me suis bougé le cul, tu vois, moi je me suis sorti les doigts, j'avais vraiment la déterre et tout. Toi, Sous-entendu, j'ai fait des sous-entendu, toi tu peux le sacrifices. faire. Et sous-entendu, moi j'ai fait des sacrifices, donc ça justifie. Et Ouais. c'est l'histoire que la personne se raconte. Oui. Pour justifier tout ce qu'elle sacrifie, elle va t'exposer une pseudo-réussite pour essayer de faire en sorte que la balance soit positive. En fait, non, tu te mens. La plupart des gens ne comprennent pas qu'il est possible de faire aucun sacrifice globalement dans sa vie et vivre très confortablement. Aucun sacrifice, pas dans le sens aucun choix, mais aucun sacrifice dans le sens toujours faire le choix qui soit le mieux pour soi. Et il y a une possibilité de faire ça, et c'est ce qui mène par effet cumulé, parce que quand tu impactes le micro, à terme, si le cumulé de micro est bon, bah tu arrives sur un macro qui est plutôt en net positif, et donc tu arrives dans une vie qui te convient, tu vois. Mais du coup, toi, c'est un truc que tu as pu observer ça dans ton entourage ou même chez toi à un moment T. Bah, en gros, moi, je pense être de plus en plus accompli à ce niveau-là, parce que de toute façon, c'est jamais figé. Enfin, tu prends toujours une photo à un instant T. Là, je peux te dire ça aujourd'hui et ça se change dans un mois. Mais je pense être dans la bonne direction. Bah, c'est un truc qui évolue. Ouais. Tu peux entreprendre dans un certain business à un moment que ça se passe très bien, puis en fait ça se passe moins bien. Donc en plus de dire que tu t'accomplis sur 40 ans, bah, en fait il y a des moments où c'est mieux, d'autres c'est moins bien. Et comme je disais avant, pour moi c'est très cyclique. Il y a des moments où ça va très bien se passer, ça va être cool. Et la notion même de sacrifice, pour moi, euh, tu peux faire des choix difficiles et te mettre dans le rouge à des moments parce qu'il faut. Bah, la question, c'est au final, sur le long terme, quelle part de ta vie t'auras passé pas dans le rouge et dans des moments verts en fait. Et si toute ta vie tu l'as passé dans le rouge, bon, est-ce que ça valait le coup? Non. Par contre, si t'as fait des petites phases de 2 mois de temps en temps où ça t'a permis ensuite de passer des extrêmement bons moments et que t'as trouvé un équilibre, why not? C'est que pour moi, par exemple, le mythe de il faut absolument avoir des phases de rush et de se mettre dans le rouge pour être bien. Il y a un peu ce mythe de l'entrepreneur qui est obligé de tryhard comme un porc. Pas forcément. Par contre, je pense aussi que c'est se mentir que de croire que on peut avoir vraiment une vie parfaitement équilibrée. Et j'ai tendance surtout à croire que une vie parfaitement équilibrée où il n'y a pas de vagues, en fait, c'est une vie où tu es mort et où tu te fais chier à mourir et que personne ne veut de ça. Et pire que ça, c'est que j'ai un profond respect pour les PNJ qui ne se mentent pas eux-mêmes. Ok. Pour moi, le mec, et c'est ce qu'on a beaucoup diabolisé pendant longtemps, moi-même, je me suis retrouvé à le projeter sur, par exemple, des potes qui vivent ça, où je les ai méprisés. Et avec du recul, je regrette énormément d'avoir ressenti ce mépris, parce que je leur racontais une histoire qui n'est pas la leur. Genre, le mec, 40 ans, un chien, 2 enfants, un pavillon dans le 77, pas le truc de rêve, qui va au boulot, qui est content, qui baisse sa femme, Ouais. qui a des gosses, qui regarde Netflix le soir, pourquoi pas? Mais génial, tu vois, si t'es bien comme ça. Pourquoi pas? Ouais. Genre, il y a un moment, faut arrêter de croire que tout le monde va devenir Elon Musk. Ouais. Et je pense que, et moi vraiment, il y a un moment Mais où j'étais là-dedans. le syndrome qui est un peu un syndrome du personnage principal où tout le monde doit avoir une vie extraordinaire et tout ça, pour moi, c'est aussi un syndrome qui est généralement courant chez les gens qui n'ont pas été assez vus, pas assez regardés. Et donc, ils ont ce truc de j'ai besoin d'être unique pour pouvoir être respecté parce que je n'ai pas été respecté quand je ne l'étais pas. Et donc, les réseaux sociaux, globalement, c'est ça. C'est rempli de personnes qui n'ont pas été assez aimées, qui ont besoin d'être admirées. Mais l'admiration, ça parle d'une image, ça parle pas de toi. Ouais. Et donc, si au bout d'un moment, toi, dans le réel, t'es bien avec un chien, un pavillon et toute la vie que t'as décrite, ben let's go en fait. Mais c'est ça. Et c'est pas être un PNJ, le PNJ pour moi, c'est celui qui subit sa vie et qui ne fait pas des choix. Ouais. Or, tu peux choisir en ayant une vie banale en fait. Et surtout que ça dépend pour moi aussi de t'as le PNJ. Pour moi, c'est plus ce qu'il y a à l'intérieur que ce qu'il projette sur l'extérieur. Ouais, voilà, À c'est ça. l'intérieur, tu peux avoir une discussion avec lui et le mec, il est très lucide, il te parle de politique monétaire, de ce que tu veux. Il est conscient, mais sa vie, elle est tout à fait banale, entre grandes guillemets. Et c'est ok, comme disent les gauchos. Et justement, pour moi, en fait, ce penchant de il faut que tout le monde soit entrepreneur, de je sais pas quoi, c'est une forme de wokisme de droite.
Où en fait, les woke de gauche, c'est j'essaye d'être différent parce que je m'identifie en tant que chien, chat Ouais. et astre de je sais pas quoi. Astre lunaire. En fait, à droite, ça va être moi je suis exceptionnel parce que je suis entrepreneur, parce que je fais ceci. Ouais. Ouais, c'est juste de te différencier, de te raconter une histoire qui socialement passe mieux. Eux, Mais ils essayent de faire est- changer la est-ce que- société. Est-ce que c'est vraiment ça qui te met bien et tout? Non, Non, pas forcément. par des- On parle de l'image là en fait. Et C'est donc dans le fond, qu'est-ce qui se passe concrètement? Et c'est ton rapport à toi qui compte in fine. Ouais. Après, j'avoue que je préfère quelqu'un qui a un rapport à soi sain, qui fait des choses positives dans le réel, plutôt que quelqu'un qui se met une queue de renard et qui s'identifie en tant que chat. Maintenant, bon, je mets peut-être de la balance là-dessus. Comme t'es libertarien, tu le laisses faire quoi. Je le laisse faire, mais disons que s'il y en a un sur lequel je dois rouler, c'est peut-être pas celui qui monte des entreprises. En même temps, un renard, tu peux facilement le Mais confondre. non, mais quoi. c'est ça, c'est que sur l'autoroute à 120, tu les vois pas. Quoi. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Ma philosophie de vie, c'est construire sûrement, enfin, construire lentement, mais sûrement. Et je l'observe surtout parce que je traîne avec des gens qui sont en général plus vieux, qui vont construire leur patrimoine, leur famille. Et puis même, je peux accompagner ce genre de personnes. Et je vois généralement que les gens font les étapes à l'envers et vont avoir tendance à se précipiter, s'associer rapidement. D'ailleurs, je vois une corrélation directe entre les gens qui ont des familles ravagées et les gens qui vont se marier très tôt chez mes potes ou ce genre de trucs, parce qu'en fait, ils vont se reconstruire les manques et ce qu'ils n'ont pas eu. Tandis que s'ils ont eu, ils n'ont pas besoin de se précipiter, ils vont faire ça au moment où ils ont envie de le faire et pas dans une nécessité, un besoin de le faire absolument. Et donc, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent construire rapidement, notamment beaucoup d'entrepreneurs en fait qui veulent foncer et tout ça, précisément parce qu'il y a un manque, il y a un besoin qui n'est pas comblé, et donc ils vont essayer d'aller construire quelque chose, une image, se rassurer. Et donc, quel est ton rapport à ça? Est-ce que tu prends ton temps? Est-ce que tu te permets de prendre ton temps? Parce que pour moi, faut mieux un mariage au bout de 10 ans que un mariage, un divorce et un enchaînement de ce genre de trucs. Alors, c'est pas parce que tu prends ton temps que ça empêche un divorce, mais ça n'empêche que tu peux construire d'une façon un peu plus saine, selon moi. Puis c'est pas parce que tu te maries tôt que c'est forcément pas fait Ouais. de la bonne façon. Mais je parle de ça, je parle à la fois d'association en fait dans le business, je parle à la fois de construire un projet. Tu dirais quoi même à un mec qui est un peu jeune, qui veut construire un truc, tu vois Moi, je suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais rester cohérent, et parce que je le pense au plus profond de moi. Par exemple, aujourd'hui, je pense que la plupart des études supérieures, même le lycée en général, sont des aberrations. C'est de la merde en boîte, ça forme des débiles, et je dis ça, j'ai 2 diplômes, j'ai 2 masters, je suis ingénieur, je l'ai fait. Donc je vais pas T'es dans le cadre, quoi. Voilà, je suis dans le cadre. Donc les gens vont me dire que je suis comme Idriss Aberkane qui a 3 PhD mais qui te dit que les études ça sert à rien. Sois cohérent. Mais je pense qu'aujourd'hui avec l'IA et surtout ce que les écoles enseignent, notamment en France, Sachant que tu as enseigné un peu en école aussi. j'enseigne en plus en école d'ingé, je remarque que ça forme quand même des débiles pour la simple et bonne raison que les écoles françaises et l'éducation française forment au marché français en général, et que ce qui se passe, en fait, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que si on prend l'autre bout du tunnel, c'est-à-dire il y a d'un côté les étudiants qui arrivent sur le marché du travail, de l'autre côté, il y a les entreprises. Les entreprises, qu'est-ce qu'elles font ? 60% du PIB aujourd'hui passe par les mains de l'État. Donc, ces entreprises doivent copiner, respecter les normes de l'État. L'État a une très forte inertie, refuse l'innovation. L'inertie, tu peux définir L'inertie, c'est que pour que ça change, ça met énormément de temps. Ouais. Et on le voit aujourd'hui. C'est plus t'es gros, plus t'as d'inertie, parce que moins on peut te faire bouger. C'est ça. Et l'État, il est énorme, et en plus, il a aucune volonté de rendement, d'amélioration, d'innovation, parce que c'est pas sa mission. Ouais. Sa mission, c'est de vous voler, grosso modo. Bon, certains vont dire que c'est protégé. C'est comme le Titanic a craché parce qu'il était énorme. Plus c'est gros, plus ça a des chances d'avoir des points d'impact et moins prendre de feedback parce que la machine est tellement énorme et donc il y a beaucoup d'inertie sur les grosses machines. C'est ça. Et que d'ailleurs, nous, l'iceberg, donc le mur qu'on va se prendre, on le voit, il y a suffisamment d'inertie, on va dedans. Sauf que comme personne n'est responsable et qu'il y a une espèce de comment on appelle ça, pas des responsabilisations, mais de biais de... C'est un nom en psychologie que j'ai oublié, qui est... bon bref, j'ai plus, c'est en psychologie sociale, mais il y a une responsabilité partagée, et quand il y a une responsabilité partagée, plus personne ne l'est. C'est la tragédie des communs en général. Ouais. C'est que le hall de ton immeuble est souvent plus sale que chez toi.
parce que tu vas nettoyer chez toi, c'est à toi, le hall il est à tout le monde, bon bah, moins d'avoir un super homme de ménage ou femme de ménage avec la copro, c'est souvent plus sale. Et bon, C'est la dilution de responsabilité, c'est ça le mot que je cherchais. et en l'occurrence, cet état a donc une répercussion sur les entreprises qui ne sont donc pas incitées à innover et à faire le mieux possible parce qu'en fait, ce qu'elles veulent faire, c'est avoir des marchés publics, faire en sorte de respecter les normes et tout. Et donc, en fait, les gens qu'on forme aussi, les écoles sont lucides, alors qu'en plus elles sont publiques, bah alors là, tout le funnel est pourri, hein. Coucou les études de droit, la médecine et compagnie, mais quand même, ce soit des écoles privées, moi j'enseigne dans le privé, en école d'ingénieur, on les forme, c'est un peu le miroir du marché du travail des entreprises françaises en France, où bah ouais, ça avance pas, c'est pas très moderne, l'IA c'est pas bien, tous ces sujets. Donc, c'est pour ça que pour moi, oui, si ton but c'est le pavillon dans le 7-7, le petit CDI un peu basique et tout, ça peut encore être bien à condition de bien sélectionner tes études, c'est-à-dire faire plutôt des études d'ingénieur, des compétences techniques qui ont une valeur ajoutée. Mais après, pour moi, l'école forme tellement lentement à ça et l'évolution du monde est tellement exponentielle que la plupart même des écoles d'ingé ou quoi là-dessus vont finir par Le être problème, c'est larguées. que tu obtiens le tampon. Et si, c'est pour Ouais. ça que moi, je reste dans le cas vraiment de la personne qui se projette en France, Ouais. qui veut pas faire de vagues, et dont sa volonté principale, c'est d'avoir un job en CDI et pas des compétences valorisables à l'international. Mhm. Sinon, bah, tu fais 42, l'école de Ouais. dev, qui développe un diplôme qui en apparence est moins sexy, mais en fait, t'es une machine de guerre. Ouais. Si tu veux voilà, rentrer chez Thales, fais un diplôme d'ingé, le mieux possible, et tu rentreras. L'époque où j'habitais dans le 17e, j'avais une réduction à la pizzeria au pied de mon appart grâce à l'école 42 que je ne faisais pas. Il y avait écrit en gros, si jamais tu faisais partie de l'école, tu demandais une réduction. Ah, voilà. J'étais étudiant, j'en profitais. Et bah, mea culpa. Xavier Niel te pardonne. Mais grosso modo, bon, voilà, à part ces cas-là, pour moi, l'école aujourd'hui, c'est quand même relativement de la merde. Surtout qu'à partir du moment où tu peux travailler en ligne et être de plus en plus facilement entrepreneur, et là, je dis entrepreneur au sens large, c'est-à-dire même être juste freelance, et d'avoir peu de clients et donc pas forcément prendre du risque, mais bah, d'avoir une forme de précarité dans le travail, mais peut-être bien gagner ta vie, hein. Tu prends un dev en CDI, il gagne infiniment moins bien qu'un dev en freelance. C'est de l'ordre du x4, x5. La chose la plus importante, et là je peux faire mon formateur en ligne Nacon, c'est d'investir sur soi-même. Investir sur soi-même dans le sens apprendre des compétences rares et valorisables sur le marché. C'est-à-dire, est-ce que des gens sont prêts à payer pour quelqu'un qui fait ça? Et ça peut être de la plomberie, Ouais. ça peut être de la mécanique, ça peut être de l'électronique. Et d'ailleurs, arrêtez de vouloir faire de l'IA. Genre, sincèrement, moi j'en ai plein le cul des gens qui viennent me dire ouais, je vois qu'en ce moment c'est à la mode, les agents IA, les automatisations. T'es ingénieur. Genre, mais pas. Genre, est-ce que tu as le cerveau d'un ingénieur, la capacité de logique et de compréhension de construire des systèmes complexes dans un univers abstrait pour être capable de faire ça? Non, bon bah alors va tondre des pelouses, Ouais. tu gagneras plus d'argent. Genre pour moi aujourd'hui, le retour au monde réel, et d'ailleurs par exemple la Suisse l'a mieux compris, c'est que énormément de gens ne vont pas en études supérieures intellectuelles, mais le font des métiers de leurs mains qui sont sous-valorisés chez nous, ça se passe beaucoup mieux. Et je pense que beaucoup de gens en plus seraient plus épanouis à avoir des métiers où tu es au contact des gens, tu es en contact avec la terre, ou des... Mais t'arrêtes d'être dans un bullshit job. Ouais, Quoi. 100%. Parce Et que tu crées vraiment de la valeur, tu es en contact avec les gens avec qui t'apportent quelque chose, donc ça t'épanouit. Enfin, tout est positif. Pour moi, le mec qui a 20 ans aujourd'hui, qui veut travailler qui veut reproduire ce que son youtubeur préféré fait, qui est expert en funnel de pages de vente, d'acquisition de systèmes IA à bouton orange, c'est un énorme trou du cul. Parce qu'il va disparaître, il va finir dépressif, il va travailler pour des gens qui le méprisent, qui vont mal le payer, et lui sur les réseaux il va pouvoir dire digital entrepreneur nomade mes couilles, mec t'es un trou de balle, va faire de la plomberie, ça se passera beaucoup mieux, tu seras bien moins malheureux et tu gagneras mieux ta vie. Et ça concerne énormément de gens, et moi ça me déprime de voir tous ces jeunes, je suis pas très vieux, hein, mais qui ont des fois 10 ans de moins que moi. Ouais. Non, ou par exemple, voilà, et qui foncent vers des putains d'impasses parce que ça l'est. C'est des impasses. Et vous apprenez rien, vous apprenez du bullshit. En plus, avec l'IA, vous avez jamais rien appris de votre vie. Alors que tondre une pelouse avec l'IA, il faut le faire. Je me sente rassuré intérieurement, parce que je le suis profondément, c'est le fait que j'ai une compétence qu'on ne peut pas m'enlever.
Par exemple, Ouais. je sais que je suis bon thérapeute, je sais que j'ai cette capacité à connecter avec l'autre et à les voir émotionnellement, et tu m'as déjà vu faire pour aller choper ce qu'il y a au fond. Mm, Et je sais que ça, personne ne pourra me le prendre. Et comme Ouais. je sais que j'ai une compétence intrinsèque, je sais que j'ai un truc que je pourrais toujours vendre et me dire, je peux me nourrir, tu vois. Et il y a une deuxième chose que tu ne vois pas encore, c'est que la communauté que tu construis en étant sur les réseaux, ça c'est un asset qui a de plus en plus de valeur aussi. Ouais. Et c'est pour ça que j'incite les gens à peut-être se construire des communautés, mais faites des communautés où vous présentez votre activité de jardinier. Mhm. Pensez pas que vous êtes obligé d'avoir une communauté parce que vous avez une activité en ligne sur l'IA. Ouais. Non, vous pouvez faire du jardinage ou de la soudure et vous faire un truc sur les réseaux en plus. Mais les gens veulent souvent tout amalgame. Bon, les gens sont cons en général, donc ils comprennent pas grand-chose. Enfin, c'est ça le problème aussi. Ouais. C'est que le QI baisse et que les gens, ils voient une pub de Yomi ou de Mais je sais pas quoi. voilà, Et ils sont attirés par ce qui brille, mais ce qui brille n'est pas en or, quoi. je pense que même à partir du moment où ça brille et que vous le voyez en tant que N'y allez humain pas. normal, n'y allez pas. Ouais. C'est une bonne heuristique, ça vous évitera plein d'emmerdes dans la vie. Ouais. Donc, faites de la plomberie, mettez les mains dans la merde, réparez des tuyaux cassés et bouffez de l'huile de moteur, ça se passe beaucoup mieux. On va me dire, moi, toi, t'es ingénieur, tu fais de l'IA, nanana, ferme ta gueule, Mhm. peut-être. Sauf que moi, j'ai appris mes compétences à une époque où l'IA n'existait pas, donc j'ai Ouais. mis les mains dans le cambouis et je comprends. à peu T'es près ce t'es que je fais. arrivé au meilleur timing par rapport à ça et par rapport au fait que tu as pris la vague de l'IA avec tes compétences parce que tu as été obligé de te former justement parce qu'il n'y avait pas encore l'IA à ce point. 3 ans après que je sois rentré sur le marché, l'IA est arrivée. Ouais. Et pendant 3 ans, j'ai tryhard pour essayer de. Donc tu d'être bon. comprends ce que tu fais avec l'IA. Je comprends ce que je fais. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube 7 ans avant que l'IA, peut-être pas Ouais. 7 ans, mais au moins 4-5 ans avant. Donc je savais produire, je savais tourner. Voilà, Mhm. là, le setup, je suis capable de l'installer en 10 minutes. Je sais développer. Et tout ce que je fais, je sais le faire. J'ai des compétences profondes. Ouais. Ou si d'ailleurs toute l'IA disparaît, je suis encore compétent. Ouais. Bon courage à Tu ceux sais qui sont cuisiner rentrés sur le aussi. marché. Je sais cuisiner aussi. Mm. Projet qui arrive. Mais pour moi, en fait, voilà, apprendre des compétences rares, ne pas se raconter des histoires. Pour moi, ça, c'est le gros problème aujourd'hui, c'est que les gens Ouais. se racontent des histoires, vivent pour les autres, les réseaux en sont en principal responsables. Construisez des communautés, faites des trucs simples. Vous aimez un truc, partagez-le, mais commencez pas à vous raconter des trucs. Et je trouve que toi, tu le fais bien sur tes réseaux. Alors, effectivement, t'as pas 1 million d'abonnés, Mhm. mais t'es sincère, ça te pourrit pas la vie. Les gens te suivent pour ce que t'es. Là, peut-être que tu C'est ça. reçois un C'est- antipathique, un connard antipathique, mais si ça te fait plaisir, bon bah voilà, tu le fais et tu vis pas pour les autres et surtout, tu ne vis pas du regard que les gens projettent sur toi. Ouais. Tu as des compétences à côté. Ouais, c'est ça. Donc tu es plutôt antifragile. Mettez donc pas tous vos œufs sur le même panier. Donc ne misez pas tout sur une carrière OnlyFans où vous vendez vos pieds non plus. Parce qu'un jour ils vont être moches. Bah écoute, franchement, c'est un bon conseil pour les gens qui me suivent et les gens qui vont regarder cette vidéo. Et Surtout pour les plus jeunes. et surtout quand vous gagnez vos premiers euros. Allez voir Alex. Alors non, parce que les premiers euros, vous pourrez pas vous payer mes services. Donc suivez mon contenu si vous voulez. Mais en tout cas, une fois que vous aurez un patrimoine suffisant, moi je forme les gens à être Mhm. autonomes en fait. Je conseille pas les gens sur quoi faire parce qu'en fait, encore une fois, je suis pas omniscient. Les gens doivent faire les bons choix qui sont adaptés à leur situation. Moi, j'explique juste aux gens comment faire les bons choix dans leur situation particulière. Par contre, penchez-vous sur les questions dont on a parlé, c'est-à-dire l'investissement, comment fonctionne la monnaie. Parce qu'en fait, encore une fois, moi, il y a un paradoxe que je comprends pas. Il y a des gens qui sont prêts à travailler 40 ans. Donc, à passer 8 heures par jour pendant 40 ans, donc une grande partie de leur existence pour un travail, et en même temps te dire ah mais j'ai pas le Sans temps compter de... les 2 heures de transport. sans compter les 2 heures de transport, les moments où ils y pensent quand ils sont chez eux, et te dire en même temps j'ai pas le temps de penser à ce que je fais de mon argent. Mais tu passes tes journées à travailler pour de l'argent. Bordel de merde. Prends-toi une semaine de vacances, réfléchis à comment le placer, quoi. C'est ça, et surtout que tu as besoin de le faire en général une fois et après tu suis un truc automatique. Et en faisant ça, tu travailleras pas 42 mais 30 ans. Ouais. Et peut-être que tu pourras travailler même 30 ans sur un truc que tu aimes un peu plus. Donc vraiment, ça c'est aussi la première chose. Pensez-y le plus tôt possible. Je vous laisse aller sur un calculateur d'intérêt composé quand tu investis ton argent. Plus tôt tu le fais, mieux tu t'en sors. Intéressez-vous à ces sujets et responsabilisez-vous. Et puis après, tout se passera bien. Le monde est peut-être méchant, mais pour ceux qui se bougent le cul, il est plutôt cool. T'arrives du coup, toi, pour revenir sur la question de base, donc t'as répondu à celle sur les plus jeunes, leur conseiller, du coup, à pas te précipiter, tu vois. Ce point-là, c'est un truc qui te parle, du fait que tu t'es associé, qu'il y a différents trucs qui bougent aussi dans ta vie, je sais pas si tu veux en parler. Bah, je pense que parler de sa relation avec un associé
dans une entreprise en général, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète, Ok. tellement le sujet est vaste, et à quel point il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, et des choses qu'il faut faire, et tenter quand même. Moi, aujourd'hui, effectivement, avec Victor, nos activités évoluent. Par exemple, on a fait plein de trucs en même temps. Il y a des moments où on partageait tout sur tout. Maintenant, on se recentre et on essaie de justement voir où est la zone de génie de chacun pour se concentrer. Et c'est des décisions qui, en apparence, sont peut-être pas faciles, mais qui derrière font du bien parce qu'en fait, chacun exerce là où il est bon, dépend un peu moins de l'autre. Et pareil, c'est des cycles. Moi, je suis extrêmement content d'avoir partagé pendant très longtemps tout, et on faisait tout le temps, machin. Ouais. Des Mais au bout moments, on va d'un le faire moment, moins. c'est pas le truc le plus utile. Quand t'as un business, c'est en partie pour faire de l'argent. Et donc, moi, un des trucs clés que j'ai compris, c'est partir sur non plus comment dire, de faire forcément des trucs juste avec des gens que t'aimes, mais faire des trucs avec des gens que t'aimes, avec qui t'es complémentaire. T'es complémentaire, effectivement, c'est un truc très important. Et surtout, ne pas tomber dans l'extrême de ne compter que sur vous-même, personne d'autre n'existe, non, parce que vous êtes des animaux sociaux et que vous allez rencontrer des gens, etc. Par contre, faites en sorte d'être le plus antifragile et de dépendre le moins possible des autres. C'est-à-dire, ce que je disais avant, développer des compétences, ne soyez pas dépendant d'un associé. Faites en sorte d'être capable de gagner votre croûte tout seul. Et que si jamais vous vous retrouvez seul, vous êtes prêt à rebondir. C'est que la plupart des gens vont peut-être construire une carrière avec un associé, une boîte, ou même une meuf ou un mec. Faut juste être prêt, ou le jour où cette deuxième entité n'est plus là, que ta vie ne soit pas ruinée. Ouais. Mais par contre, il faut avoir de l'engagement. Il ne faut pas avoir peur d'aimer quelqu'un éperdument ou de vivre pleinement sa relation avec son associé. Pas parce que sinon, si tu fais ça en te disant un jour c'est fini, tu fais rien en fait. Ouais. Et tu Parce vis que pas. tout finit un jour, Ah oui, c'est le tout principe. finit un jour. Et des fois, c'est pour le meilleur. On va parler de 2 points pour finir, de rapport à l'héritage et justement d'IA, vite fait. Si tu veux commencer par lequel? Je te laisse choisir et je te pose les questions. En vrai, j'ai déjà pas mal parlé de l'IA. Ouais. Moi, je pense que l'IA... je prépare des conférences là-dessus. À le moment où la vidéo sera sortie, j'aurais pas encore fait mes confs dessus. Mais où j'ai une thèse très précise que beaucoup partagent. Donc, j'ai rien inventé. Hein. Je pense que l'IA, c'est le plus grand multiplicateur que l'humanité a connu depuis... Depuis Internet. Non, pas depuis Internet. Plus qu'Internet, pour moi, c'est plus la machine à vapeur. Ok. Où vraiment, Internet, ça a permis Ouais. énormément de choses, mais pour moi, la machine à vapeur, c'est vraiment l'aspect coefficient Tu as multiplicateur. dit la machine amateur. La machine à vapeur. Où vraiment, on est passé de il faut empiler les chevaux à en fait, on peut tout concentrer dans un moteur et développer beaucoup plus de puissance de façon concentrée. Et vraiment de projeter de plus en plus d'énergie. Ouais. Donc moi, c'est le progrès d'une société se mesure à la vitesse à laquelle l'information circule. c'est ça. C'est un bon critère. C'est une bonne Ouais. loi de la. Enfin, ça fait partie de la thermodynamique quand tu C'est ça. étudies et tout ça. Et si on dit ça, effectivement, Internet est aussi une révolution monstrueuse. Pour moi, c'est juste que Internet, ça a pris plus de temps, à mon sens. C'est que pour moi, en fait, le moment où on a inventé, où il y a la révolution industrielle, il y a eu une exponentielle assez rapide, relativement rapide. Internet, je trouve que ça a mis quand même pas mal de temps, Ok. même si, c'est stratosphérique ce qu'Internet a permis d'apporter. Et l'IA, ça a une vitesse, Ouais, c'est n'importe quoi. Et pour moi, il faut que la relation à l'IA... Ça te fait peur l'exponentialité? Pas du tout. Ok. Non, je pense que de toute façon, aucun système stable, un système ne peut pas être stable en exponentiel, donc les exponentiels en fait finissent par retomber, et en fait on finit par être sur quelque chose d'assez linéaire, donc je crois pas au scénario catastrophe, Terminator et compagnie. Ouais. On finit par vivre avec, et comme toute évolution. Pour moi, le plus gros danger, c'est si l'État s'en empare. Ouais. C'est le seul risque, parce que tous les scénarios, la Terminator, Elysium, on nous raconte dans les histoires que c'est des entreprises privées qui font ça. La seule chose capable de faire ça, c'est l'État. Ouais. C'est l'État qui fait des génocides, et c'est l'État qui met en esclavage. Ouais. C'est pas les entreprises privées. Donc ça, c'est à l'échelle macro. À l'échelle individuelle, c'est que ne pas l'utiliser, c'est un suicide. Faire reposer toute sa vie, toutes ses compétences là-dessus, et tout autant un suicide, c'est un multiplicateur. Donc, ça revient à ce que je disais avant, apprendre des compétences profondes pour lesquelles les gens sont prêts à payer, et utiliser l'IA pour que en fait, votre productivité soit décuplée, que vous ayez peut-être pas besoin d'embaucher, ou juste de moins travailler pour gagner la même chose. C'est ce que tu disais d'ailleurs hier. Tu me disais, ouais,
l'État va être de plus en plus problématique du fait qu'il protège les salariés parce que les gens sont désincentivés à embaucher. Et donc, l'IA, ce qu'elle va créer, c'est qu'elle va favoriser la non-embauche des salariés qui est déjà compliquée. Et parce qu'il y a trop de protection, il n'y a pas assez de mobilité, de capacité à licencier quelqu'un rapidement et tout ça, c'est trop prenant pour un entrepreneur d'avoir un salarié à sa charge. Et donc l'IA va encore plus faire merder le marché de l'emploi à cet endroit-là, quoi. Oui, vu ce que tu viens de dire vient de moi, parce qu'on en a parlé hier, je suis complètement d'accord, et je pense que ça va creuser les inégalités. Ok. Parce que, en fait... Et donc l'État va devoir remettre de la mobilité à cet endroit-là, sinon ça va être Le catastrophique. problème, c'est que pour moi, on va dans l'autre direction, c'est que l'État va figer les choses, et qu'on va encore continuer à créer des assistés, mais que en fait, ça peut pas être éternel parce que le réel va reprendre le dessus, et que ceux qui se seront pas adaptés... En fait, le problème, c'est que le réel, l'État va créer une fiction, ce qui fait que les gens ne vont penser que les choses ne changent pas, donc les gens ne vont pas s'adapter à quelque chose qui existe et qui arrive. C'est l'État empêche le feedback, en gros, de ce que tu dis. Empêche le feedback, donc les gens ne vont pas s'adapter. Et le jour où ça va arriver, ça va être extrêmement violent, et c'est là où on va avoir des gens qui crèvent la dalle dans la rue. Donc, même si vous ne l'observez pas autour de vous, dans vos entreprises et tout, et moi c'est d'ailleurs un des trucs qui m'a fait quitter mon job, c'est que c'était l'arrivée de ChatGPT 3.5, donc vraiment là où l'IA a explosé, même si ça existait avant. Et premier réflexe de l'entreprise, c'est vous ne pouvez pas utiliser l'IA. On est développeur, ne pas utiliser l'IA, c'est un suicide. Donc moi j'ai vu ça, et c'est d'ailleurs, j'aurais dû le dire avant, mais c'est l'une des raisons qui m'a aussi poussé à quitter, c'est que je me dis, dans un an, mon métier n'existe plus tel quel. Et je suis au chômage. Donc je serai au chômage, ou je suis condamné à évoluer dans une entreprise de merde, ou à être un parasite toute ma vie et finir par développer le site de l'URSSAF. Grosso modo. Genre vraiment, je me suis dit, l'avenir va être horrible si je ne pars pas. Et j'ai eu une bonne intuition. Donc pour moi, ouais, l'IA, faut absolument en fait l'embrasser et faire preuve d'humilité aussi. L'IA ne va pas remplacer tout le monde. Lapsus terrible, pas l'État, mais l'IA va accélérer le potentiel et démultiplier les opportunités. Et comme dans toute révolution, ça va pas créer un chômage de masse, ça va juste améliorer la prospérité humaine et ça va bien se passer. Moi, avant, j'avais la thèse de l'IA peut condamner un petit peu, enfin, peut finalement créer ce truc de, en fait, t'as plus rien à faire parce que justement, ça crée une abondance et du coup, t'as plus besoin de bosser. L'être humain a horreur du vide. Mais en fait, t'as dit quoi ? L'être humain a horreur du vide. Ouais, et puis c'est pas comprendre que notre société, par exemple, est basée à 80% sur du service actuellement, et ça tient quand même. En fait, c'est juste que avec l'IA, les gens vont d'autant plus se rendre des services et moins aller dans de l'utilitariste. Mais en même temps, en fait, il y a une bonne partie de la population qui vit comme Louis XIV au niveau énergétique et de la dépense qu'ils font, et pourtant ils continuent à bosser des 35 heures par semaine. Et donc, l'IA va juste permettre de créer plus d'abondance, et les gens vont d'autant plus faire des choses inutiles comme s'autosucer entre eux, tu vois. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est au bout d'un moment si t'as... Non mais les gens vont on va peut-être revaloriser la cuisine, la poterie, le karting et le laser game. Hein. Ouais. Et pourquoi pas ? Moi j'ai envie de te dire, si demain il y a plus de laser game, on sera tous contents, c'est pas un problème. Si les gens ont une vie de loisir, pourquoi pas ? Du moment que il n'y a pas de coercition de l'État et qu'on ne rend pas les gens esclaves, je pense que ça va très bien se passer. Et puis de toute façon, il y a quand même un moment où l'IA ne va pas nous extraire de nos contraintes physiques, surtout tant qu'on n'est pas une espèce multiplanétaire et qu'on a la fusion nucléaire. Donc en fait, il y aura toujours besoin de connexion au physique. Et d'ailleurs, je pense que l'IA va permettre de revenir plus rapidement à ça, parce que Internet était vraiment en train de couper les gens du réel. Et je pense que l'IA, du fait d'accélérer aussi vite le monde numérique, va faire redescendre plus de gens. Ouais. Plutôt que de maintenir les gens dans un espèce de métaverse, là où les gens vivent en ligne, ça va tellement aller vite que les gens vont se dire, mais en fait, j'ai envie de revenir au réel de temps en temps. Et parce que ce monde abstrait a de moins en moins perd du sens avec l'IA, et donc le réel reprend de la valeur à côté. C'est ça. Et par effet de contraste, en fait, ça va éviter de rester dans cet entre-deux dégueulasse. Ouais. Je pense que c'est ça. Après, voilà, c'est de la théorie. Peut-être qu'on sera tous morts dans 30 ans, et on rigolera en regardant cette vidéo. Les aliens rigoleront en regardant cette vidéo. C'est vrai que plus personne pourra rigoler si on est tous morts. Pour l'héritage, c'était ça. Pour l'héritage, ouais, la dernière question que j'ai, c'est du coup, toi, tu vis plutôt confortablement, tu as eu un héritage qui est plutôt sympa de la part de tes parents et qui est en train de... Enfin, ils te mettent plutôt bien à ce niveau-là de ce que tu m'as dit. 100%.
Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que ça peut être un piège? La plupart des gens en fait ne parlent pas de ça parce que c'est une honte en France d'avoir un héritage ou ce genre de truc. Toi, c'est quoi ton rapport à ça? Tu vois? Est-ce que ça t'a rendu service? Est-ce que ça peut te desservir par moment? Comment tu vis ça? En fait, le truc, c'est que la plupart des gens déjà considèrent l'héritage comme uniquement la transmission d'un capital financier. Ouais. Transmettre uniquement un capital financier, dans la grande majorité des cas, c'est un fardeau. C'est pour ça que les gens les plus riches, quand ils lèguent des fortunes, c'est dilapidé en quelques générations. Sauf en France, parce qu'on maintient vers la pareille étatique les mêmes riches au fil des générations. C'est ça qui est très très marrant. C'est que C'est le pays où vraiment c'est une caste, c'est une Ouais. putain de mafia. Aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que généralement, les gens, en tout cas de la classe moyenne, deviennent riches avant que leurs parents leur aient légué leur héritage. Eh oui. Parce qu'en réalité, c'est d'abord un capital social qui leur a été transmis. Et donc, c'est une capacité à maîtriser deux des capitaux de Bourdieu, qui est capital culturel. Il y a capital culturel, économique et, à chaque fois, j'oublie le troisième. Social. Bref, et en tout cas, ils maîtrisent le capital culturel et ils maîtrisent un capital social qui leur permet d'accéder au capital financier avant même d'avoir eu héritage de la part de leurs parents. Et c'est pour ça que j'insiste tant sur le fait que l'héritage ne se limite pas au financier. Mhm. Et que pour moi, presque le plus important, c'est le reste, bien que le financier ne soit pas à négliger. Et c'est d'ailleurs très marrant, hein, c'est que la plupart des gens de gauche ou les socialistes qui vont pointer du doigt l'héritage vont se dire voilà, mais c'est pas juste, regardez, du coup, ils ont. Ça s'appelle la vie. Voilà, alors déjà. Et en plus, les seules mesures qu'ils veulent prendre pour combler cet héritage, c'est uniquement l'aspect financier. Oui. C'est pas. Alors que le plus gros écart sera toujours au niveau du capital culturel et social, parce que le capital financier, justement, se dilapide, peut cracher, peut tout ça. Ça revient à ce qu'on a dit sur le fait de développer de la compétence intrinsèque. C'est aussi développer un capital culturel, parce que ça intrinsèque, on peut plus te le retirer. Une fois que tu l'as, tu l'as. Et donc, c'est le plus gros. Finalement, tu as les bonnes informations, tu sais où est-ce que tu peux investir ton temps, ton énergie et donc ton argent a fortiori. Ouais. Et donc, tu sais comment devenir riche, t'enrichir ou faire. Enfin, bref. Et donc, c'est un des trucs les plus. Un des trucs fondamentaux que tu peux pas retirer, tu vois. Mais surtout qu'il y a cette légende de à partir du moment où tu as de l'argent, l'argent reproduit l'argent. Non, en fait, oui, ça marche, hein, effectivement. Si tu as 100 000 euros et que tu les mets et que tu arrives à faire 5% toute ta vie, ton capital produit du capital, sauf qu'en fait, dans la réalité, les gens ne font pas ça. Ouais. Les gens s'achètent une Mercedes, vont en boîte, baissent des putes, et après font en sorte d'investir sur des cryptos qui perdent toute leur valorisation. Ouais. Ça, c'est le réel. Et les gens qui gèrent bien leur argent, c'est tout à leur honneur. Aux États-Unis, il y a une stat qui dit que, je sais plus, 60% des gens vont passer dans le top 10% des plus riches. Il y a un turnover à ce niveau-là. Ouais. Et il y a une phrase de Tugan que moi j'aime bien sur le sujet, c'est facile de devenir riche, c'est difficile de le rester. Ouais. Et cette statistique le montre. Et en fait, plus tu as de liberté, plus tu as cette accessibilité de monter, mais aussi de redescendre, parce que justement, si c'est tes choix qui t'amènent si c'est tes choix qui amènent certaines conséquences et que tu es dans un état, un régime libre, alors tu payeras les conséquences de tes actes. Et donc il y a cette rotation, ce turnover au niveau de la richesse. Et c'est là où les gens de gauche et les socialistes se trompent, c'est qu'ils se concentrent sur « Ah mais regardez, les riches, ils redistribuent pas la richesse », qui part d'une incompréhension que l'économie et la richesse est un gâteau de taille fixe qui ne grossit pas. Et surtout, pour moi, le seul indicateur, c'est ce que tu dis. Attends, t'as dit que l'économie était un gâteau de taille fixe ? N'est pas justement de taille fixe. En fait, c'est un truc qui grossit. Et donc, on n'a pas besoin de prendre un A pour s'enrichir. Ouais. A peut rester aussi riche qu'il l'est et je peux m'enrichir. C'est vraiment ne rien comprendre à l'économie. Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait commenté et qui avait dit « Oui, comment vous voulez que les pauvres aient de l'argent si le riche tire plus de la couette ?» Et du coup, il se représentait l'économie comme une couette. Mais si jamais il n'y a qu'une seule couette, espèce de sombre abruti, comment tu fais avec le... Ça veut dire qu'on est toujours en train de se battre avec nos silex. Où est-ce qu'est la création de valeur entre les deux ? C'est-à-dire que je peux m'enrichir de mon côté, créer mon champ de patates et cultiver mon champ de patates sans que toi, ça t'appauvrisse de l'autre. Tu vois, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment avoir rien compris. Et je suis désolé là-dessus, c'est de la débilité pure et dure, quoi. C'est que les gens, en général... qui sont vraiment convaincus de ça. Je parle pas des idiots utiles, qui comprennent rien et qui répètent ce qu'ils ont entendu. Je parle des gens qui sont vraiment convaincus par ça. Pour moi, c'est des gens qui sont vraiment au fond des merdes, qui projettent en fait la merde intérieure qu'ils sont et leur médiocrité, et qui essayent de la généraliser pour se raconter des histoires et se trouver des excuses.
La réalité derrière, c'est que juste ils sont incapables de faire quoi que ce soit et qu'ils essayent de le justifier par tous les moyens. Et donc, sur le sujet de la richesse, effectivement, et surtout du coup de l'héritage, pour moi, le plus important à transmettre, c'est avant tout des valeurs et une éducation en général, avec tout ce que ça englobe. L'éducation, ça peut être la culture, ça peut être enseigner des compétences. Moi, par exemple, mon père, depuis toujours, m'a parlé d'argent, d'investissement, d'entreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un truc que j'ai mis du temps à réaliser, qui est inné chez moi, où je suis capable de comprendre certains mécanismes et d'avoir certains raisonnements que des gens mettent des années à avoir et qui ne comprennent jamais, parce que moi, on me l'explique depuis que j'ai 10 ans. Et ça, pour le coup, ça m'est tombé du ciel et je les remercierai jamais assez pour ça. Et en attendant, c'est pas parce que vos parents ne vous ont pas transmis justement ça que vous ne pouvez pas vous le construire vous-même. Évidemment. Moi, j'ai le père de ma copine qui est immigré serbe, qui est arrivé en France, qui s'est bâti son patrimoine culturel, enfin son capital culturel avec le temps, qui n'en a pas fait pour autant un capital financier, mais il se l'est bâti par lui-même justement. Moi, mes parents m'ont transmis très peu de capital culturel, à part celui de la religion catholique, qui ne sert pas spécialement d'un point de vue global pour s'enrichir ou quoi. Et je me suis battu, ouais, justement, et je me suis bâti à partir de mes 17-18 ans ce capital culturel, parce que je sais pas, je me suis dit, déjà j'ai eu une curiosité naturelle, donc je n'ai pas forcément beaucoup de lauriers à me jeter, mais je me suis dit, en fait, il y a un truc merveilleux d'essayer d'aller comprendre le monde et tout ça, et du coup ça fait 6 ans maintenant que je me documente 3 à 4 heures par jour, moins cette année, parce que justement je me bâtis maintenant un capital financier. Et avant, c'était surtout un capital culturel. Mais c'est ça qui m'émancipe maintenant dans la vie, parce que j'ai ce truc qui est intrinsèque. Et pour autant, mes parents m'ont pas donné grand-chose à cet endroit-là. C'est pour ça que ceux qui te parlent de déterminisme mentent, parce qu'empiriquement, non. C'est un déterminisme pour moi qui se situe bien plus au niveau du QI à la limite, et des compétences intrinsèques que tu as à la naissance. Et ça, mais ça, c'est se prendre une claque de réalité et se faire castrer par le réel, parce que c'est dire, en gros, tu nais et tu es globalement impuissant, et tes compétences ne bougeront pas au-delà des limites qui sont déjà préinscrites par le réel. Et ça, les gens ne veulent pas l'entendre. C'est pour ça que les gens adorent les films de super-héros, tu vois. Et c'est pour ça, pour moi, la situation, elle n'est jamais binaire. C'est pas full déterminisme. Et tout, quand on veut, on peut. C'est jouer avec ces déterminismes. C'est ça, pour moi, la liberté. T'as un plancher et t'as un plafond. Tout le monde là, il y en a, le plafond, c'est Mars. Il est très bas. Voilà, il y en a, c'est Marx, c'est Musk. Et il y en a, il est plus bas que le plafond de chez eux, parce qu'en fait, ils sont complètement débiles. Et désolé, de toute façon, vous regardez pas cette vidéo, parce qu'en plus, ça fait 2h15 qu'on tourne, donc vous avez l'attention d'une huître. Donc, de toute façon, on a fait le filtre. Et l'attention aussi, c'est-à-dire que... L'attention aussi, mais c'est un très bon marqueur. Hein. Les gens qui regardent encore actuellement, soit ils dorment, soit, normalement, ils sont quand même pas trop cons. Et pour moi... juste pour revenir sur ce qu'on disait sur... le capital culturel. L'héritage. L'accès à la richesse, etc. D'ailleurs, un bon indicateur dans un pays, c'est pas est-ce qu'il y a des riches, est-ce qu'il y a des pauvres, est-ce qu'il y a machin. C'est est-ce que, en tant que personne qui part d'en bas, je peux, si je me donne les moyens, monter. Est-ce qu'il y a un ascenseur social, en fait. Voilà, juste, est-ce qu'il y a un ascenseur social qui monte et qui descend. Parce que si quand on monte, on reste en haut, de toute façon, généralement, en fait, c'est de plus en plus difficile de monter. En France, ça n'existe pas. Aux États-Unis, c'est plus le cas, même si c'est loin d'être le paradis. Et donc, pour revenir sur l'héritage, pour moi, de toute façon, si on fait la pyramide des choses à transmettre, ça va être l'éducation. Donc, ce qu'on va transmettre qui n'est pas matériel, c'est les valeurs, des compétences, tout. D'ailleurs, d'un point de vue de la théorie des jeux, là, je suis en train de lire un bouquin là-dessus, qui explique les meilleures stratégies gagnantes. Les stratégies les plus gagnantes, c'est celles où tu commences par coopérer d'abord, et après tu fais le même coup que l'adversaire sur le coup précédent. C'est-à-dire que, imagine là, tu me trahis, le coup prochain, je te trahis, et ainsi de suite. Et en fait, c'est ça la meilleure stratégie, c'est coopérer, puis faire la même chose que le précédent. Et donc, c'est pas les grands méchants qui gagnent toujours, c'est pas ça dans la vie. On le voit bien. Il y a beaucoup plus d'avantages à coopérer en général. Et si jamais vous avez besoin de faire le coup précédent qui est le même que celui avec qui vous traînez, si jamais il passe son temps à vous trahir, allez avec quelqu'un d'autre et vous serez dans des stratégies gagnant-gagnant. Ce qui est largement possible. Et la plupart des gens ne connaissent pas en fait les stratégies gagnantes. C'est toujours dans un jeu de je te donne tant, comme ça tu m'en rends, et en fait chacun essaye de tirer le bout de couette, justement parce qu'ils se battent avec une seule couette. Et c'est pour ça que je dis que ces gens sont souvent des merdes. C'est qu'en fait ils ont souvent un état d'esprit où ils projettent ce que les riches seraient
Alors que c'est eux qui sont comme ça, parce que eux, ils pensent que pour gagner, il faut prendre aux autres. Ouais. Alors que les gens, généralement... Et donc, ils s'autorisent pas à prendre parce que... Et donc, ils s'autorisent pas à gagner parce qu'ils pensent que gagner implique de prendre, C'est ça. alors que non. Tu Alors peux que faire non. du gagnant-gagnant, et c'est pour ça qu'il y a un progrès social global. C'est le principe du capitalisme, c'est la coopération pacifique entre les individus et le Ouais. respect du consentement. Mais sauf que ces gens-là, en fait, sont les plus gros violeurs. En plus, c'est d'ailleurs souvent, je pense qu'il y a une corrélation à ce niveau-là où, en fait, ces gens ne respectent pas le consentement. Mhm. Ils ont vraiment Oui, un oui, problème avec ça. le consentement, c'est pas forcément au niveau sexuel, Bien sûr. c'est au niveau, par exemple, financier. Si jamais j'ai pas envie de te donner mon argent parce que je l'ai acquis grâce à ma force de travail, grâce à justement du temps que j'ai passé, j'ai pas forcément envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne en fin de journée et qui me dise bon, bah, les 4 heures que tu as fait ce matin, c'est pour moi. Je t'en prends 3. Je te connais pas en fait, même à un ami, je lui donne pas la moitié de ma journée, tu vois. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que les gens, quand on leur dit oui, on vous prélève 50% de ce que vous gagnez, si on leur disait tous les jours, ce matin tu as travaillé pour toi, cet après-midi tu vas travailler pour un clandestin Ouais, ou et un mec au ce chômage, qui serait très drôle, les c'est gens de leur arrêteraient de donner, leur donner réellement la somme et de venir au bout de 4 heures et venir leur reprendre. ça Mais les gens changerait deviendraient fous. drastiquement. C'est comme c'est Napoléon qui a instauré le fait de diviser l'impôt, parce qu'il a compris que si jamais tu divisais l'impôt, les gens ne comprenaient pas qu'ils se faisaient allumer le cul, et donc ils acceptaient de s'en prendre toujours plus parce qu'ils ne réalisent pas à quel point ils se font piller. Mais si tu passes d'un modèle abstrait à un modèle concret sur le pillage, les gens se réveilleraient demain et en fait la France brûlerait. Hein. Ah bah c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont très bien pensé le système. Mhm. Et pour revenir donc sur l'héritage, je pense que si c'est fait de la bonne façon, et je pense l'avoir reçu d'une bonne façon, pas de la meilleure, mais d'une bonne façon, où d'abord on t'enseigne tout ça, et on t'enseigne les valeurs notamment de l'argent, de ce que c'est. Enfin moi, mes parents, c'est des anciens pauvres, ils sont issus de parents immigrés d'Afrique du Nord, ils ont commencé, ils n'avaient rien du tout, genre jusqu'à très tard, ils n'ont rien eu. Ils avaient la communauté quand même. Même pas en plus. Malheureusement, c'est qu'en plus, ils sont d'une certaine religion où on pense très communautaire, mais en fait, ils en ont jamais profité. Ils sont toujours construits en opposition. Donc, ils n'ont même pas profité de ça. Et malgré ça, via leur travail, leurs compétences et le fait de faire paf en sortant ses doigts de son cul, bah, ils ont plutôt bien réussi. Et donc, ils me l'ont transmis, ce qui fait qu'ils m'ont aussi transmis du patrimoine financier que j'ai commencé par très mal exploiter, comme je l'ai expliqué au début. Comme quoi, bah, ça ne suffit pas. Hein. Après, la vie fait que. Mais je pense que tout le reste m'a permis de rebondir, de faire les bons choix, et ensuite que ce ne soit pas un fléau. Et je pense que chez beaucoup, tu as quand même ce truc de si je te laisse, je te fais démarrer la vie avec 200 000 euros. Moi, Bah, ça aurait été un calvaire pour moi. En réalité. C'est comme tu vois, c'est un peu comme le chômage à des gens qu'on donne des chômages et qui rend les gens oisifs. Ouais. C'est que ça t'incite pas à te sortir les doigts et de te dire ah putain, je peux. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui concrètement parce que si à la fin du mois tu bouffes pas, bah tu réfléchis d'autant plus rationnellement parce que tu te dis il va falloir que. Et moi, personnellement, ça m'aurait pas du tout rendu service. J'aurais pu rester dans une posture arrogante de je pense que mon idée est bonne, je pense que je peux continuer dans une idée, alors qu'en réalité, c'est juste une projection et que dans le réel, si ça marche pas au bout d'un moment. Et du coup, ça veut pas dire que le marché se trompe, ça veut dire que ton idée est merdique. Le marché ne se trompe jamais de toute façon. De quoi ? Oui, voilà, c'est ça. Et donc, si jamais si jamais j'avais eu cette manne financière, je m'en serais mordu les doigts clairement parce que j'aurais pas pris ces feedbacks et j'aurais pu continuer pendant 10 ans dans certains trucs avec un truc totalement idéologique qui t'y tient pas, et c'est pour ça que dépenser l'argent des autres, c'est profondément dangereux. Exactement, et c'est pour ça qu'il y en a qui disent oui, les libéraux qui sont pour l'héritage sont incohérents. Non, c'est juste que la plupart des libéraux, et d'ailleurs il y a des libéraux par exemple comme Pierre-Édouard Sterrin ou même Bill Gates, enfin Bill Gates il n'est pas si libéral que ça, mais qui vont déshériter leurs enfants. Pour moi ça, c'est un aveu d'échec colossal. Jusque là je me disais ouais pourquoi pas, mais en fait je réalise que déshériter ses enfants, ça veut dire que tu n'es pas capable de leur enseigner des valeurs suffisantes et de leur transmettre un patrimoine autre que financier. Donc pour protéger de ça, et soi-disant les protéger eux, c'est l'histoire que tu te racontes, tu les déshérites. Mais pour moi, c'est juste que tu reconnais ta faillite. Alors que pour moi, il suffit de pendant une période de temps donnée, de couper les vivres et pour dire, bah écoute, pendant 3-4 ans, tu n'auras rien. Et donc ça, pour moi, tu vois, ça serait une bonne façon de commencer à se faire les dents, de prendre beaucoup plus de feedback du réel, et après d'alimenter
cette personne part potentiellement. Tu vois, ça Et serait. surtout que les gens se mentent, parce que par exemple, dans ce cas-là, les enfants de ce monsieur, ils ont hérité quand même de tout le reste, c'est-à-dire les Oui. contacts, les positions. Oui. Ils vont trouver un travail, ils sont pas dans les mêmes conditions que tout le monde. Il y a un moment, tu peux pas nier le réel. Ouais. Donc tu peux retirer les milliards que tu as, ils hériteront de tout le reste, donc c'est juste une hypocrisie, où tu vas te donner une image. Pour moi, c'est des conneries. Et au contraire, il faut responsabiliser les gens. Il faut même presque forcer l'héritage, c'est-à-dire, tu as quelque chose, lègue-leur. Ouais. Lègue-leur et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que ce soit Et au pire des perpétué. cas, il le dilapide et ça retombe dans dans les mains de gens plus compétents. Oui, et puis surtout qu'il n'y a pas mieux qu'un riche pour faire vivre des pauvres, hein, accessoirement. Ouais. C'est que aujourd'hui, tu prends Bernard Arnault, tu peux tirer dessus autant que tu veux, et il a plein de casseroles au cul. En attendant, c'est l'une des personnes qui fait vivre le plus de personnes en France. Ouais. Parce que tout ce qu'il dépense, bah, ça va dans la Mais poche de bon, quelqu'un. quand tu regardes ce genre de personnes, moi, c'est le genre de personnes qui détournent la machine étatique Bien ou ce sûr. genre de C'est pour trucs. ça que je dis Donc, qu'il a plein de casseroles et que ça reste quand même une Ouais. merde globalement. Mais ça reste un net positif en fait, oui. pour quand même beaucoup de gens qui en profitent derrière. Donc non, pour moi, l'héritage, c'est très bien. Il faut juste pas que ça devienne un fléau. Donc ça passe, comme pour tout, c'est l'éducation, transmettre des valeurs. Et juste faire preuve même de bon sens à un moment. Mhm. Ouais, si tu n'expliques jamais à tes enfants que l'argent ne tombe pas du ciel, bah, quand ils auront 18 ans, ils vont penser que l'argent tombe du ciel. Donc les parents qui se plaignent de « Ah, mon enfant, il est pourri, il se prend pour un pourri gâté, il n'a pas le goût du travail », t'es souvent très responsable. Ouais. Ou alors t'as fait un enfant à 80 de QI qui est déconnecté du réel, mais ça c'est un autre problème. Ouais. Ça, faut prendre d'autres décisions, ou c'est que toi-même t'as un QI très bas, enfin bref. Donc pour moi, c'est un faux débat l'héritage. Mhm. Ça arrange bien les gens, parce que les gens jalousent de l'héritage et se disent « Ah, donc c'est pas mérité », et la notion de mérite, elle n'existe pas, c'est subjectif. Ouais. Pour moi, un héritier qui perpétue même une dynastie n'a pas plus ou moins de mérite qu'un self-made man qui a monté son entreprise en 20 ans ou en 5 ans. Mhm. C'est deux réussites différentes. Il y en a un qu'on va juger plus difficile que l'autre. On s'en bat les couilles en fait. Est-ce que tu mérites ou pas ? Bon, bah, les gens se feront un avis. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu as volé à personne, que tu n'as pas utilisé la coercition et que tu n'es pas politique, c'est pas de problème en vrai. Ça marche. Bah écoute, merci Alex pour cette interview. Merci Timothée, on a Merci fait pour court. ton temps. Ouais. Si jamais les gens veulent s'abonner, de toute façon, ta chaîne sera sûrement en collab. N'hésitez pas, je sais pas, à aller voir. T'as envie de les renvoyer vers quelque chose ? Non, bah vers les vidéos que je fais, qu'on fait, vers tous les contenus qu'on a mis en avant, de lire des livres. Ouais. Ça, c'est un truc qui généralement fait rarement de mal. Mhm. J'ai jamais vu quelqu'un qui a lu un livre, à part le Capital de Marx, qui s'en est parmi. Donc de faire ça, de liker la vidéo, de mettre un commentaire, pour ne pas hésiter à poser des questions. S'ils sont sur téléphone, il faut qu'ils aillent dans l'espace commentaire, qu'ils slide à droite et qu'ils cliquent sur booster. Vous pouvez faire 3 fois sur chaque vidéo. Donc c'est très important. Et n'hésitez pas à prendre un call avec soit moi, soit des gens de mon équipe. Vous aurez directement un lien dans la bio si jamais ça vous intéresse de comprendre ce qu'on fait plus en profondeur et tout. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez qu'à gagner en faisant ça. Moi, ça a été l'équivalent de tourner une vidéo avec Arty, l'appel de 30 minutes découverte, même si c'était un podcast d'1h30. Ouais. Et ça a eu beaucoup d'implications, comme le fait d'être dans une super maison pendant une semaine avec ces mêmes messieurs, donc comme quoi, ça coûte rien. Voilà. Merci Alex. Ciao. Ciao.